qu'est-ce que ça veut dire être entrepreneur? Qu'est-ce que ça veut dire entreprendre? Donc je suis allé mater l'étymologie. Ça veut dire se saisir de quelque chose. En fait, la chose dont tu essaies de te saisir, enfin, dans la façon dont je vois le truc, moi, c'est toi-même. Imagine qu'on est à ton enterrement et il y a des gens qui prennent la parole et qui disent, ils parlent de toi. T'aimerais qu'ils disent quoi? Et moi, le premier truc que je me suis dit, c'est en fait, il y aura pas grand monde. Il y aura pas grand monde. Tu vois, un mec comme Oussama, bon, peu importe ce qu'il fait aujourd'hui, etc., c'est un mec qui, avant, avec deux familles, il a marqué une génération. Ça, c'est ce genre d'impact que j'ai envie d'avoir un jour. Le plan était simple. Il était très simple. Je m'étais entraîné, j'avais testé, j'avais regardé les BPM et tout, je devais faire 4,46 au kilomètre. 9, 10e, 12e, 13e, 13e, j'ai plus de jus, j'ai plus rien. Là, on est à la moitié, je vois le drapeau semi, je me fais, mais je vais jamais arriver jusqu'au bout. J'ai plus de jus, et là, je commence à avoir mal aux jambes. Ce que je trouve sublime dans ces quêtes-là, c'est la souffrance auto-infligée. Je vais pas te mentir, enfin moi j'avais envie que ça reste réaliste et c'est vrai que le fait de, parce qu'on le voit pas à l'image, mais en fait j'ai un bras tendu avec une GoPro qui pointée sur moi. Pleurer dans cette situation, je préférais que quelqu'un me filme de loin sans que je le sache en train de chialer, tu vois. Théo Lyon, bienvenue sur le podcast, ça fait plaisir de t'accueillir ici. C'est un plaisir de passer. Et si je ne m'abuse, hier, tu as couru le marathon de Paris. Ouais. Quelques séquelles sont encore présentes aujourd'hui. Ouais, et pas que physique. Pas que physique. On va parler un peu parce que j'aimerais bien parler. Toi, t'es connu principalement dans le milieu de l'entrepreneuriat quand même, au vu de tous tes contenus. Tu as aussi un podcast, une chaîne YouTube, une agence, une entreprise, une équipe, beaucoup de choses. Et aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on se concentre un peu aussi sur le côté développement personnel qu'on trouve dans l'entrepreneuriat, que toi, tu as l'air d'attribuer dans ta pratique de l'entrepreneuriat. On va parler de course à pied aussi, bien sûr, parce qu'on adore. Et on va mélanger tout ça parce que j'ai l'impression qu'on a quelques points communs, on dira, dans cette pratique. Est-ce que ça te va comme ça me va très bien, le programme me plaît. Bien. Ouais, ça te plaît. Ouais. D'abord, Théo, pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, comment est-ce que tu te présentes rapidement ? Écoute, moi je viens de Versailles à la base, donc j'ai grandi là-bas. C'est là où j'ai fait mon lycée, ma prépa, et ensuite j'ai fait une école de commerce qui était pas très loin, qui s'appelle HEC, qui est à Jouy-en-Josas, donc à 15 minutes en scooter de Versailles. Je dis scooter parce que c'est comme ça que je faisais la distance. J'ai eu une expérience assez positive les premières années en école, et puis un peu plus mitigée celle d'après, notamment à partir de l'année de master, qui m'a amené par diverses expériences successives à essayer un peu de tracer ma propre voie. Donc j'ai commencé à faire un peu de freelance en ayant appris Facebook Ads à l'époque, donc la pub sur Facebook, sur YouTube. À l'époque, c'était quand du coup ? C'était 2019. 2019, parce que là tu as 26 ? Ouais, j'ai 26, je vais sur les 27 là. Et donc j'ai commencé comme ça, essayer de faire un peu de free pendant ma seconde année de césure, parce qu'à HEC, en fait, la scolarité, c'est 2 années sur le campus, une année de césure avec une autre en option, que moi j'avais pris à l'époque pour faire joueur de poker professionnel, parce que j'ai pas fait finalement. J'ai tenu ça 2-3 mois jusqu'à me rendre compte que ça me plaisait pas trop, et donc en étant sur YouTube, j'ai découvert ces fameuses vidéos là, sur la pub Facebook, qui étaient à l'époque faites beaucoup par des dropshippers. Je sais pas si tu te rappelles un peu de cette époque-là. Oui, je me souviens. Où il y en avait partout. L'âge d'or. Voilà, l'âge d'or du dropshipping, exactement. le fameux. Donc j'ai jamais vraiment tombé dedans. On y a tous été confrontés si on vivait sur Internet un peu. Et c'est toujours très intéressant parce que moi, du coup, j'ai fait une école de commerce, et la façon dont est présenté l'entrepreneuriat en école de commerce, c'est pas du tout comme ça. Ah bah non. Nous, l'entrepreneuriat égale start-up. Et donc, ce qui est intéressant, et qui est toujours intéressant avec le dropshipping, et je pense que depuis, ça a dû être supplanté par certainement d'autres choses qui sont un peu la voie facile pour se lancer dans une aventure entrepreneuriale, c'est que c'est beaucoup plus accessible, et c'est vu vraiment plus comme un mouvement. Faut gagner de l'argent, te rend entrepreneur. C'est la porte d'entrée de l'entrepreneuriat, c'est tu vas gagner beaucoup d'argent. Voilà, et donc après, il y a un certain nombre de donc ça m'a permis un petit peu d'apprendre les compétences que partageaient ces gens-là sur Internet, et de les mettre un peu au service d'une cause un peu plus classique, école de commerce, donc simplement aider des clients à mieux faire de la pub sur Facebook. Donc j'ai fait ça pendant 1 an tout seul. Je passe quelques petits détours où j'essaie de monter une marque de vêtements qui n'a pas trop marché. Et après, donc j'ai monté l'agence le 1er avril 2020, qui s'appelle Kudak. Kudak, c'est un jeu de mots avec coût d'acquisition, que pas grand monde comprend. Moi, je comprends parce que j'ai fait. j'ai aussi vaguement lancé une agence. Donc, c'est vrai ? Ouais. Putain, je savais même pas. On pourra en reparler après, mais je te laisse. Excellent. Je suis content que tu aies compris, parce qu'il y a très peu de mes clients qui comprennent, vraiment. Et donc le truc s'est pas mal accéléré, notamment par le fait qu'on été un peu les premiers à avoir à la fois une agence B2B, donc un business model qui est pas très drôle, et de le faire un crossover avec un peu le marketing tel qu'il est fait par les influenceurs, les créateurs de contenu. Donc j'ai beaucoup partagé de contenu sur YouTube, LinkedIn. Ça a pas mal accéléré la boîte, et donc aujourd'hui on est 64 donc j'ai 5 agences différentes au sein du groupe, parce que Kodak maintenant c'est un groupe, c'est plus juste une agence. Et voilà, ça se passe assez bien. Et on a aussi la spécificité d'être en 100% remote, donc tout le monde est chez soi. Et donc j'ai que 25% je crois des gens qui sont à Paris. Voilà. Donc toi, tu es CEO de cette boîte ? Voilà, c'est ça.
Et aussi fondateur ou Ouais. cofondateur. Alors, je dis plutôt cofondateur, mais si j'ai commencé tout seul, j'ai posé les statuts tout seul, mais j'ai pas été tout seul très longtemps, parce que mon premier Et les associé qui associés, s'appelle Paul, ouais. c'était un autre HEC. D'accord. Il m'a rejoint dès le début, mais il n'était pas encore associé. Donc, Ok. donc on a vraiment monté la boîte à deux, et puis après, maintenant, aujourd'hui, il y a donc 4 associés. Je vais pas rentrer dans le détail de la structure juridique, mais au total, D'accord. on a 4 sur la principale et 2 Ok. autres sur les nouvelles agences. Et il me semble que tu es assez transparent vis-à-vis du chiffre d'affaires Ouais. de ta boîte. Donc, vas-y, pose-nous un peu l'argent là. On a parlé de dropshipping. Vas-y, donne des chiffres. Bah, un peu, carrément, là. mais attends, mais tu sais quoi, on a battu un record de CA mensuel le mois Ah, dernier. c'est vrai J'ai même pas pu encore communiquer dessus dans mon podcast. Et voilà. Mais je crois que temporellement, ça sortira Oui, après. mon épisode sortira un peu après. Voilà, mais donc on Tu on peux te fait- balancer tous les secrets. T'inquiète pas. Donc le mois dernier, on fait 436 000 euros de chiffre d'affaires Ok. sur ces 5 business units. Et donc le but, c'est d'arriver à 830 en novembre 2024. Hmm. Et c'est parce que c'est ça un peu qui fait le challenge de tous les contenus que je poste sur Internet. C'est 830 x 10. Voilà. X 12, pardon. 833, voilà, x 12, et X12. ça fait le fameux 10 millions. Voilà, le challenge de ma chaîne YouTube, ce que j'avais documenté dès le démarrage, c'est le format qui avait chopé la première traction sur Internet. C'était Road to 1 million. Donc le but, c'était de faire 83 000 par mois. Mhm. Et maintenant, c'est Road to 10 million. Donc tu rajoutes un zéro, quoi. Bah oui, parce que bon, le million est arrivé rapidement, mais qu'est-ce qu'on fait après? Bah, on rajoute un zéro, quoi. Ah, sérieux, on va pas s'arrêter là. Voilà, et après, on rajoutera un zéro. On rajoutera un zéro. potentiellement. Road to 100M. Ça, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Bah, justement, moi, je voyais pas mal de choses marrantes dans ton parcours par rapport au mien, parce que c'est vrai que bah, moi, j'ai fait HEC Lausanne. Mm. Et quand j'ai terminé HEC Lausanne, j'ai voulu faire, je la fais en très bref, parce que j'ai déjà raconté cette histoire aussi sur mon podcast. J'ai voulu lancer une agence de marketing digital et je suis allé prospecter à la porte des gens en mode salut, engagez-moi pour faire vos pubs Facebook et m'occuper de vos réseaux sociaux. Et j'ai réussi à faire que mon travail de master, ça soit ça en fait. Mon travail de master en finance, ce soit un truc sur le marketing dans lequel concrètement j'ai lancé ça. Mon agence, c'est-à-dire que j'écrivais nous sur ma page de visite, mais c'était moi tout seul. Ouais, on a tous fait ça. Hein. Je Moi, j'étais suppose CEO d'une boîte d'un employé pendant quelques temps. Hein. J'ai pas osé m'appeler CEO, j'ai pas osé dire que j'étais entrepreneur parce que je me disais c'est quand même gonflé. Mais il y a eu ça, il y a eu ma petite page, ma petite page d'agence avec mon petit formulaire de contact en bas et moi qui allais toquer très rapidement à la porte. Au début, j'ai voulu faire les restaurants. Après, j'ai réalisé que c'était galère parce qu'ils avaient zéro thune à mettre dedans. Au début, je voulais faire les restaurants parce que je me disais, ils en ont tous besoin, ils ont même pas de page Facebook. Ils savent pas ce qu'ils font. Puis après, j'ai parlé avec 25 restaurateurs sur les 100 qui m'ont claqué la porte au nez. Et j'ai tout de suite compris, en fait, on fait des journées de 12 heures, on n'a pas de thune. C'est dur la restauration. Et là, je me dis, ah oui, ok, première leçon. Faut aller voir des gens qui en ont besoin, qui le savent et qui ont des thunes aussi, tu vois. Et attends, Ouais. j'ai une petite question là-dessus. Comment tu avais Ouais. découvert les business model agences? Business model agence. Tu connais Tai Lopez? Mais j'étais sûr. En fait, je voulais pas dire bah, Tai Lopez. voilà. J'étais sûr, c'était mon ride. Eh oui, Tai Lopez et sa formation Social Media Marketing Agency, quelque chose comme ça. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la formation et j'ai suivi la formation et je me suis dit, ah bah, ce monsieur qui me target dans ses publicités, comme beaucoup d'autres personnes qui ont dû taper marketing sur YouTube une fois, veut m'apprendre à faire de l'argent, veut m'apprendre à être indépendant. Eh bien, teach me, master. Je dis, bah écoute, mec, Ouais. vas-y. Et Je suis choqué de l'impact de ce mec que je Ouais. découvre au fur et à mesure. Même aujourd'hui, en fait, en reparlant à des gens, tu serais surpris du nombre de personnes qui aujourd'hui même ont fait des grosses boîtes. Ils ont commencé par acheter cette formation qui, en plus, moi, je l'ai pas acheté, mais il paraît qu'elle Ouais. n'était pas très bien. J'ai pas eu de point de comparaison. Ça m'a permis de me lancer et de pricer Ouais. mon truc et d'y aller. Après, j'ai vite arrêté, mais ouais. Donc le mec a fait, je me demande combien il en a vendu parce que vraiment, il a eu un. C'était 700 Ouais. balles. Il en a vendu pas mal, je pense. Mais bon, il me semble qu'il manque pas d'argent. Mm. Même si aujourd'hui, je ne le vois plus de la même façon parce que c'est vrai que le mec est un peu controversé. Et puis, c'est vrai que c'est peut-être plus dans le closing que dans, tu vois, lui, il perd ses clients derrière. Je pense qu'il s'en fout un peu. Une fois Ouais. qu'il a vendu, il est content. C'est du one shot. C'est un peu du one shot. Et tout ça pour dire que j'ai eu mes 2 premiers clients, j'ai bouclé mon travail de master. Ensuite, je me suis dit, mais en fait, je travaille pour ces gens, ça me saoule. Si j'ai la prétention d'augmenter leurs réseaux sociaux, est-ce que je peux pas le faire pour moi? Et ensuite, je suis parti sur YouTube. Là où toi, du coup, tu es parti dans ce modèle d'agence, ça t'a plu, tu l'as fait grossir, et par extension de ce business-là, si je comprends bien, tu es allé sur YouTube faire de la création. Ouais, C'est c'est ça. ça. Alors j'ai commencé vraiment. Donc moi j'ai commencé par avoir la boîte et ensuite j'ai fait le contenu qui allait autour. Hmm. Là où les créateurs font plutôt l'inverse, c'est-à-dire ils chopent une communauté, souvent après ils se cassent la tête à essayer de la rentabiliser. Et c'est d'ailleurs un sujet dont on pourra reparler, mais je trouve que c'est plus dur que ce qu'on pense, je trouve, de vraiment faire une activité qui est grosse, même si on a une grosse communauté. Donc moi je suis content d'avoir eu le véhicule de monétisation d'abord, donc l'accompagnement des clients, le fait d'avoir ces compétences-là.
Et moi, j'ai commencé sur LinkedIn, en fait. J'ai même pas Oui, commencé c'est sur ça, YouTube. t'es un influenceur LinkedIn aussi. Et c'est j'étais ça un influenceur LinkedIn à la Ah, tu base. étais, d'accord. Tu es plus bon, maintenant. C'est plus assez cool comme titre ou bien je sais pas, je pense que maintenant je suis sur tellement de réseaux qu'on peut plus vraiment dire influenceur Ok, LinkedIn, tu vois. d'accord. C'est youtubeur, c'est mec sur Instagram, tu Ouais. peux pas trop savoir. Donc on dit créateur, ou alors créateur. Il n'y a pas vraiment de nom en fait, je pense, que pour ce que je fais, mais qui est d'ailleurs pas si loin que de ce que tu fais, c'est juste qu'on n'a pas commencé par le même côté. Mm. Donc ouais, j'ai commencé par LinkedIn, où ça a très bien pris, puisque à l'époque, moi je me suis fait exploser le cerveau par Gary Vaynerchuk, que tu as Ouais, moi, croisé j'ai forcément. acheté dans- tous ses livres, j'ai adoré Voilà. aussi. Beaucoup, beaucoup. Grosse influence sur Il est moi pas loin aussi. de Tai Lopez, en fait, souvent tu y arrives Ouais. sur le chemin après, quoi. Mhm. Et donc lui, il bourrinait, il parlait beaucoup de LinkedIn à l'époque, donc j'ai construit la boîte en me disant que ça allait être mon canal d'acquisition et ça a très bien marché. Et ensuite YouTube, c'était plus un attrait personnel, donc moi j'ai grandi avec YouTube, j'ai beaucoup maté tes vidéos évidemment. Ah, Et j'ai eu vraiment, comme d'ailleurs pas mal de gens sont en train d'avoir sur moi, c'est-à-dire que j'ai beaucoup consommé au début et je t'ai retrouvé quand tu as commencé à parler de marathon. mm. Et entre les deux, j'ai un peu perdu. Ouais, Et je pense que je t'ai découvert beaucoup de quand je gens. commençais à découvrir la muscu et tout. Ouais. Surtout c'était autour du confinement. Confinement, il y a beaucoup de yeux qui se sont portés aussi sur mon domaine et par Ouais. extension sur moi. Et puis après, les gens sont peut-être Et moi un je te peu connaissais partis. avant, justement au confinement, je pense que je consommais pas ton contenu. Hein. Ok. Je Trop l'ai- bien, t'étais là avant. Ah, j'étais là il y a quelques temps, ouais. Parce que ça fait combien de temps que tu fais des vidéos? 6 ans. Ouais, je pense que j'étais pas très loin du démarrage, dans les 2 premières années. Ok. Et je t'ai retrouvé le marathon, la vidéo c'était il y a un Ouais, an, mais c'était t'as dû il y a- commencer à en parler il y a Il y a un an et demi, ouais, 2 c'est ans. ça. Et je t'ai retrouvé à ce moment-là. Et donc, bref, tout ça pour dire que YouTube, moi, j'avais quand même un rapport un peu émotionnel particulier où j'avais été beaucoup impacté par pas mal de créateurs YouTube. Mhm. Et donc, j'avais envie de. Je me dis, je fais du contenu, vas-y, quoi, je vais faire sur YouTube. Et je suis probablement l'un des seuls YouTubeurs qui s'est pas monté aussi. Donc, j'ai eu la chance d'avoir mon coloc qui était vidéaste et qui m'a aidé beaucoup au démarrage gratuitement. Mhm. Donc, c'est lui qui a lancé la chaîne. Et puis maintenant, j'ai une équipe qui travaille. Et d'ailleurs, je suis choqué de savoir que t'as pas d'équipe. Je sais pas. J'ai pas beaucoup. Si, j'ai une équipe, mais j'en ai pas. Et J'ai t'as pas combien de 15 personnes dans l'équipe? Ça dépend. Il y a l'équipe de création, c'est-à-dire mon monteur, mon graphiste et moi. Pardon, même. j'ai même pas capté. Parce Ah que- non, bien sûr, moi je peux. Mais tu disais avant que tu faisais tout seul et tout. Ah oui, genre, juste pour le podcast. Le Ah oui. podcast, j'arrive, je faisais tout seul. Je viens récemment d'avoir Ah quelqu'un, ouais, j'ai cru que tu m'as fait peur. quelqu'un d'autre. D'ailleurs, je le salue, Clément probablement, Ouais. va monter ce podcast. Les podcasts duo maintenant, j'ai plus le time. Ah, tu m'as fait peur parce que J'ai envie d'avoir le time. Je crois pas, moi j'ai 5 personnes. Oui, non, je comprends. Après moi, ça fait partie de mon problème. Si je voulais être un gros mania de l'entrepreneuriat, il faudrait que je commence par déléguer un peu plus. Mais je suis pas sûr d'avoir envie de faire ça. Moi, si t'aimes bien. C'est une tangente. Mais ce que je trouvais intéressant, moi j'ai découvert ton contenu aussi il n'y a pas si longtemps, principalement avec ton podcast, que j'ai beaucoup consommé, mais pas tout de suite. Tu sais pourquoi j'ai pas consommé tout de suite ton podcast? Le titre. Le titre, mec. Le titre. C'est toujours la Et même c'est chose. exactement la même raison, pas pour le titre, mais pour l'idée que j'en avais, que typiquement un podcast qui est très 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 connu, s'appelle Sans Permission, par Yomi, Denzel et Oussama Ammar notamment. Je me suis dit, ouais, non, ça va trop tourner autour de la thune. Je pense pas que ça va m'intéresser. Là où justement le contenu de ton podcast qui s'appelle Road to 10 Million, je me suis dit, bon, ça va parler de thunes, d'entrepreneuriat. Voilà. Et un jour, j'ai écouté, j'ai réalisé que ça parlait beaucoup plus de choses qui, alors bien sûr, gravitent autour de l'entrepreneuriat, mais avec une approche beaucoup plus basée sur ce que j'aurais envie de réduire ou de résumer en le développement personnel, Ouais. principalement. C'est ça. Mais en effet, il y a beaucoup de gens qui sont un peu rebutés par ce titre-là. Alors, j'ai volontairement pas voulu le changer parce que c'est le tout premier format que c'est un peu j'avais. le narratif, quoi. Et surtout, c'est très simple. Hein. Tu sais, quand tu sais pas trop par où commencer, tu te dis, bon, bah, qu'est-ce qu'il va faire avant? Enfin, témoigner du fait que mon business avance, bon, c'est le chiffre d'affaires qui Ouais, grossit. bien sûr. Aujourd'hui, tu découvres que c'est plus complexe que ça, mais mon podcast, en fait, c'est en fait, du développement personnel avec les yeux de faire grossir une boîte. Et c'est un peu toute la théorie derrière le truc, derrière tout ce que je partage, c'est que finalement, le fait de monter une boîte, c'est juste une façon comme une autre de vivre des expériences et de se scaler soi-même, exactement. Et en fait, tu peux y arriver de plein de façons différentes. Et c'est une façon d'être entreprenant. L'entrepreneuriat, c'est une façon d'être entreprenant, mais il y en a plein d'autres. Tu n'es pas obligé de monter une boîte pour être quelqu'un d'entreprenant. Et donc, dans le podcast, en fait, je partage des choses. Mon format s'appelle Les Pendules. Enfin, si tu as dû écouter, tu vois. Je connais. Ce sont des petites observations basées sur la multitude d'expériences que me permet de vivre ma boîte et qui me permet en fait d'ancrer les leçons, mais sur la peau comme un tatouage. C'est pas juste parce que je l'ai lu dans des bouquins, c'est des choses que j'expérimente, dont j'essaie d'avoir une lecture qui est un peu une lecture intuitive. Et après, j'essaie de savoir si je me pose et je me dis, bon, est-ce que ce truc-là est vrai? Quelles sont les limites? Et ça donne entre 7 et 10 pendules par semaine. Pendules pour remettre Donc, les pendules à l'heure. Des petits cas d'école, cas pratiques, on dira plutôt. Voilà, c'est ça, exactement. Avec une leçon basée sur le réel, c'est-à-dire tes expériences notamment. Voilà, qui n'ont pas forcément vocation à être des recommandations. J'évite toujours de les terminer par faites ci ou faites ça. Déjà parce que je suis vraiment pas sûr à la fin de ce qu'il faut faire. Mais c'est plus des façons de te faire réfléchir et de te questionner sur un peu tes croyances. Parce que en vrai, moi, je le fais. Pour moi aussi, ça m'aide beaucoup. Je passe 2-3 heures chaque dimanche à essayer de rethéoriser tous ces trucs-là.
Et ça m'aide beaucoup dans la façon de penser et ça me rend plus sage, entre guillemets, dans le sens sagesse, sur mes décisions au quotidien en tant que CEO, quoi. Ouais, justement, je me suis reconnu un petit peu dans ma façon d'aborder aussi mes épisodes solo de mon podcast où c'est là que justement, moi, je crée le contenu que j'ai envie de consommer. Donc, quand je trouve du contenu qui ressemble au mien, en fait, ça me plaît aussi. Et c'est pour ça que je peux recommander à ceux qui écoutent d'aller jeter une oreille à ton podcast. Et notamment, ce que je trouvais intéressant, et c'est une approche que j'aimerais bien qu'on creuse un petit peu, c'est justement, tu l'as dit, ce côté, en fait, t'as pas besoin d'être entrepreneur au sens où on l'entend pour t'améliorer dans le sens où tu peux être plus entreprenant. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant, je trouve, qui sert à tout le monde, mais vu que c'est un terme qui peut être connoté un peu business, en fait. Entrepreneur, c'est quoi? C'est business. D'autant plus pour, je pense, la majeure partie des gens qui écoutent, qui sont un peu dans la culture Internet aussi, probablement. C'est quoi les caractéristiques applicables de quelqu'un d'entreprenant, mais qui n'est pas entrepreneur? Ouais, c'est une question que du coup je me suis posée j'ai essayé de synthétiser toutes les idées sur ce sujet-là dans une vidéo que j'ai mise sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Mon Manifeste, un petit traité d'entrepreneuriat heureux et performant. Et pour ça, j'étais dans la même impasse. Qu'est-ce que ça veut dire être entrepreneur? Qu'est-ce que ça veut dire entreprendre? Et donc je suis allé mater l'étymologie et j'ai trouvé très intéressante. Ça veut dire se saisir de quelque chose. Et ce que je trouve intéressant dans l'entrepreneuriat, c'est que en fait la chose dont tu essaies de te saisir, dans la façon dont je vois le truc, moi, c'est toi-même. Et c'est selon ce sens-là que tu peux avoir donc à la fois des gens qui ne sont pas entrepreneurs, mais qui sont très entreprenants, c'est-à-dire qui ont vraiment la volonté de se scaler eux-mêmes, de se saisir de leur vie, c'est-à-dire de mettre de l'intentionnalité dedans. Et tu as plein de gens qui font du sport, des gens qui n'ont pas des très gros business, mais beaucoup de youtubeurs fitness, de gens qui essaient de vivre des choses que je qualifie de très entreprenants. Et inversement, c'est le pendant du truc, c'est que tu as des entrepreneurs qui ne sont pas du tout entreprenants. Et c'est ça qui est un peu compliqué à comprendre. C'est-à-dire que, et c'est là où, moi, c'est une des principales choses que je reproche à tout ce mouvement infoprenarial qui existe sur Internet. Pour résumer le truc, vente de formation, voilà. Ça parlera plus à ceux qui connaissent. C'est ça, vente de formation. Et en fait, plus tu rentres dans le méta du méta, c'est vente de formation pour vendre des formations, etc. Ouais, c'est l'expérience que j'ai eue quand je suis allé à Bali. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de coachs. Voilà, et tu te dis en fait, mais où sont les coachs? Parce qu'il n'y a que des coachs de coachs. Il n'y a plus que des coachs. Ouais. Et donc ces gens-là, en fait, vraiment, j'ai pas l'impression qu'ils se sont vraiment posé la question de qu'est-ce qu'ils aient vraiment envie de faire. Ils ne sont pas saisis d'eux-mêmes, ils se sont saisis du business de quelqu'un d'autre. Ils l'ont appliqué à eux-mêmes. Et donc finalement, ce n'est pas une façon très entrepreneuriale d'être entrepreneur. Et donc, simplement ce que j'essaie de théoriser et comment est-ce que ça m'est venu à l'esprit, c'est que j'essaie de me reconnaître dans des voies entrepreneuriales classiques. Donc je l'ai vraiment caricaturé en 3 voies très simples. Tu as l'infopreneur, le start-upper, donc tel qu'on me l'avait décrit à HEC, c'est le mec qui lève des fonds, c'est les Uber, voilà, tu fais c'est la vision Wall Street, voilà. Silicon Valley de l'entrepreneuriat. Grosse croissance, max risque. Comme ça, on peut être racheté par Facebook dans 5 ans. Voilà, et une fois sur 10 000, quoi. Une fois sur 10 000. Parce que le reste du temps, tu repars avec Peanuts. Ouais. Et la troisième partie, qui est un mouvement qui est un peu plus récent, mais qui a le mérite d'exister, qui est de plus en plus visible, c'est les bootstrappers. Donc bootstrap, ça veut dire je ne lève pas de fonds et j'essaie de faire un business un peu comme les startups, mais sans lever de fonds. Et ce que un YouTuber, c'est un bootstrapper, du coup en ce sens-là, ouais. Bootstrapper, si tu définis vraiment par son mode de financement, donc le fait de ne pas avoir levé de fonds, de ne pas avoir dilué son capital et ça appartient au fondateur, t'es un full bootstrapper. Putain, je suis un bootstrapper, je savais pas. Trop bien, je suis trop content. T'es un full bootstrapper. En plus, il me semble que tu les aimes pas trop, les bootstrappers. Non. Alors, pour le coup, des 3, je pense que c'est ceux que je préfère. Ok. Largement, parce que, en fait, parmi les 3, je trouve que c'est les seuls qui sont vraiment posé la question de qu'est-ce qu'ils voulaient vraiment faire. Ouais, Les start-upers, parfois, ils subissent un peu leur niveau de risque. Souvent, c'est imposé par un VC. Les infopreneurs, c'est cash. Donc, à un moment, ça arrive à tout le monde et tout le monde va vous le dire. Vous allez quand même pas l'écouter, vous allez avoir plein de thunes et vous allez vous rendre compte que ça n'a pas résolu vos problèmes personnels. Si vous arrivez à avoir plein de thunes, voilà, c'est quand même une étape importante. Ça arrive à tous les gens qui ont gagné plein de thunes, en effet. Mais vous allez, plein de thunes entre guillemets. Tu vois, on est d'accord. Ouais. Et les bootstrappers, je trouve que c'est vraiment des gens qui se sont dit, à un moment, en fait, ils ont dû dire non à quelque chose auquel pas mal d'autres gens dans leur situation ont dit oui. Et c'est le fait de recevoir des investisseurs. Ils ont un business qui marche et à un moment, ils ont dit non, je veux pas de VC, je veux faire le truc à ma vitesse. Et c'est louable, tu vois, ce truc-là. Ils se sont vraiment posé la question. Bon, tout ça pour dire que moi, dans les 3, il y a plein de raisons là-dessus, mais je vais pas revenir dessus. J'ai tout expliqué dans la vidéo. Je me reconnais pas forcément dans les 3. Et tu vois, je me reconnais beaucoup plus dans des créateurs de contenu qui n'ont pas des gros business. Quand je mate ton contenu, j'ai eu l'impression que c'est beaucoup plus parlant, ça correspond beaucoup plus à ce que je veux incarner que quand je mate n'importe quelle autre personne de ces mouvements-là. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Moi, c'est pareil. Voilà. Et en fait, l'explication de ça, c'est parce que c'est des gens. Finalement, l'entrepreneuriat n'est qu'un véhicule pour exprimer cette volonté de se scaler soi-même. Enfin, tout revient à ça. C'est-à-dire comment est-ce que
j'essaie de me mettre dans des nouvelles situations pour apprendre des nouveaux trucs et vivre de nouvelles expériences. Parce qu'à la fin, tu vois, je me pose toujours la question, t'es en train de claquer là, sur ton lit de mort à l'hôpital, tu te rappelles de quoi? Bon, bah, Ouais. tu te rappelles pas, tu te dis pas, putain, j'espère que j'aurais bien kiffé gagner plus d'argent et travailler plus. Non, par contre, je me rappelle que j'ai pris le mur au 13e kilomètre au marathon hier. Tu vois. 13e kilomètre, quand même. Donc, je sais même pas si c'est un mur. Mais je me rappellerai Le toujours mur de cette du journée-là. 13e. C'est des choses qui s'achètent pas. Et finalement, je me suis dit, ok, je vais monter une boîte dans le but que ce véhicule financier que je monte me permette de vivre ce genre d'expérience dont je vais me souvenir. Ouais. Et Kudak, mon groupe d'agence, m'a permis de vivre plein de choses. Rien que pour le marathon, j'ai partagé cette expérience-là avec mes associés. Mes associés, des membres de la boîte qui sont devenus des très bons potes. Et quand on était tous au resto, qu'on était une quinzaine à table, mais j'arrêtais pas de pleurer. Tu vois, j'arrêtais pas. Et je sais pas si t'as eu. Parce que tu l'as pas montré dans la vidéo. On t'a pas vu pleurer dans la vidéo. Non, j'ai pas pleuré. T'as pas pleuré? J'ai pas pleuré. J'ai eu les larmes aux yeux à la fin. Oui, il y a un petit moment où tu. Oui, à la fin. À la fin, j'ai les larmes aux yeux et je sentais que le nez il coulait en mode. En fait, ça coule à l'intérieur, mais ça sort pas par les yeux, ça sort par le nez. Tu vois, ce genre de pleurs. Après, j'avais pas envie. Je vais pas te mentir. Enfin, moi, j'avais envie que ça reste réaliste et. C'est vrai que le fait de, parce qu'on le voit pas à l'image, mais en fait j'ai un bras tendu avec une GoPro qui pointée sur moi. Donc pleurer dans cette situation, je me dis est-ce que c'est complètement sincère enfin tu vois, je préférais que quelqu'un me filme de loin sans que je le sache en train de chialer, tu vois, mais bon c'est une autre histoire, mais émotion extrêmement intense. Ouais. Et alors très bonne note. Le lendemain quand je suis rentré, parce que je suis rentré le soir même chez moi en Suisse, le lendemain j'ai fait une story parce que j'ai vu les images et je pleurais dans ma story parce que j'ai vu les images. Et ça rien que là d'en parler, les néons commencent à être très à piquer un peu. Ils commencent à diffuser la lumière de façon bizarre, tu vois. Mais oui. Et je suis dans le même état là. Ça fait moins de 24 heures. Mm-hmm. Et honnêtement, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps ces 24 heures. C'est un truc de ouf parce que et ce qui m'a fait pleurer, c'est pas encore totalement descendu, mais j'ai réussi à identifier des choses. Pas que j'en parle trop longtemps parce que sinon je vais repleurer, mais parce que je sais pas trop ce qui se passe. Je pense que c'est aussi la descente de nerfs, de fait que t'as vécu 4 mois de ta vie pour ça. Premier truc, c'est de l'avoir partagé, ce truc-là. Et je l'ai partagé, on l'a couru à. T'as couru avec un de tes potes, associés, j'ai couru avec collègues deux très bons potes. Mm-hmm. Un associé et le premier employé Kudak. Et partager avec des coureurs, mais aussi partager avec. Il y avait ma famille sur le bord de la route, j'avais des potes, on était au resto tous ensemble à la fin. Ça m'a fait un truc. Et l'autre truc qui m'a fait pleurer, c'est que j'ai vu les attentes. Je partais moi pour faire 3h24, c'est mon objectif. Ouais. Et au 13e, j'avais plus dû. Je sais pas ce qui s'est passé, donc là j'ai pas encore regardé les BPM, tout le bordel et tout. Je sais qu'il y a eu une merde quelque part sur ce que j'ai bouffé. Et je me suis dit. Donc je voyais le chrono qui augmente et c'est horrible de faire une course où tu vois, j'avais 4,48 sur ma montre et ça n'a fait que monter pendant 35 km. Je t'ai suivi, j'ai suivi ton dossard, je me suis dit, là, qu'est-ce qui se passe? Le muro, on l'appelait comme ça. Et j'ai cru que j'allais abandonner. Et je me suis dit, je vais pas le finir. Et de le fait de quand même être. En fait, j'ai changé mon objectif au milieu, je me suis dit, là, faut que je termine en fait. Et le fait d'être allé au bout de ce truc-là et d'avoir respecté un truc que j'ai décidé dans la douleur, en me non, vas-y, je vais me faire mal. J'avais des bouts de bois en fait au 30e. J'avais pas de crampes au mur du 13e, c'était un mur, je sais pas d'où il sortait. Et 30e, j'avais des bouts de bois. J'ai un pote qui avait la même chose, il s'est écroulé. J'ai trop hâte. Il a sorti en plus son téléphone pour filmer. Un des deux associés avec lequel je l'ai fait, qui s'appelle Tom. Dans les 4 derniers kilomètres, il a eu la même chose, les bouts de bois. Et lui, il a poussé tellement loin la douleur qu'il s'est écroulé en fait. Ses jambes ne lui portaient plus. Le SAMU est venu 2 fois. Il s'est filmé en plus en train de se faire secouer les jambes par le SAMU. Il est reparti, il a terminé la course. Il finit en 3h52, 52, un truc comme ça. Fort. Et bref, donc tout ça pour dire que en fait, on reviendra sur le côté course à pied un peu après. C'est l'aventure en fait. C'est simplement tu te souviens de ces trucs-là et c'est ça qui fait pleurer, c'est de dire putain, je suis content d'avoir checké ce truc, mais je suis encore plus content de l'avoir partagé. Finalement, le chrono, même s'il était hyper décevant, on en reparlera après si tu veux. Il est anecdotique en fait par rapport à l'intensité, tu vois, ce que je ressens par rapport à la performance versus tous les autres trucs que j'ai vécu à côté. Je pense que je m'en rappellerai même pas. Et comment est-ce que ça tu le lis avec ton activité entrepreneuriale? Parce que j'aurais quand même envie de supposer, par extension, bon, est-ce que tu veux devenir un entrepreneur où ça va t'améliorer toi-même, mais courir un marathon, ça va vraiment aider ton business? Ça va pas aider mon business. C'est un peu farfetched. Mais c'est là où alors il y a des choses où ça peut aider quand même mon business. C'est les choses assez classiques sur la tolérance à la souffrance. Ça t'apprend quand même des choses. Et tu retrouveras jamais des souffrances en entrepreneuriat telles que celles de préparer un marathon. C'est 10 fois plus dur que de monter une boîte. Et je vous le dis, ça fait 4 ans que je monte une boîte.
J'ai jamais fait un truc aussi dur qu'une prépa marathon et un marathon. Pas la même difficulté en tout cas. C'est très différent et c'est beaucoup plus dur, mais pas aussi peut-être parce que c'est plus intense la course et tout. Donc, c'est pas le même type de difficulté. Seconde chose, c'est la discipline, où tu apprends vraiment à faire des trucs chiants pendant longtemps. Et monter une boîte, c'est la même chose. Est-ce que la startup a tendance à un peu rendre un peu flou, où tu te dis, il y a un mec qui a compris un hack à un moment et sa boîte elle a pété. Du jour au lendemain, overnight success comme ça. Dans l'arrière-boutique, c'est pas du tout comme ça. C'est le mec qui a fait des trucs chiants pendant longtemps. Et à la fin, tout le monde s'est dit, oh, son truc, il fonctionne. Quel est son secret? Sans parler de tous ceux qui font des trucs chiants pendant longtemps et ça marche pas. Voilà. Après, il y a tout. Ceux-là, on n'en parle pas. Ceux-là, on les met sous le tapis. C'est pas grave. Allez, on s'en fout. Donc, je pense que dans un premier temps, ça t'aide quand même sur des qualités dont tu n'as qu'à découvrir l'application. Tu n'as qu'à découvrir comment les réadapter sur une quête professionnelle, simplement. Donc, toutes ces choses-là aident énormément. Et ensuite, ce truc-là, bon, évidemment, moi, je l'ai partagé avec mes associés. Donc, ma boîte m'a permis d'avoir ce niveau de proximité avec quelqu'un sur ça. Et ce qui a été décuplé aussi, c'est que je l'ai documenté, je vais sortir une vidéo sur le sujet. Ouais. Et ça, c'est un truc que tu as certainement dû expérimenter. Ça te fait pas le vivre pareil quand tu sais que tu vas devoir le partager. Et donc, en effet, mais tu vois, en fait, je vis pas ma vie en me disant qu'est-ce que je peux faire pour aider mon business à grossir. Je me dis qu'est-ce que je peux faire pour que la vie de Théo, elle soit mémorable, tu vois, elle soit vraiment... Et parfois, c'est monter une boîte. Monter une boîte, c'est mon sport de haut niveau. Je suis athlète de haut niveau de monter une boîte. Et après, je suis un profil en T. Donc, en gros, ça monte dans une compétence et tout le reste à côté. Horizontal. Et je veux quand même aller chercher les leçons derrière certaines autres expériences. Et après, potentiellement, et c'est ce que je fais avec le podcast, je vais tirer des trucs dont, si je fais un peu de pattern matching, je comprends que y a certaines idées que j'ai découvertes via le marathon qui s'appliquent très bien à monter une boîte. Et qui sont des choses que potentiellement mes concurrents entrepreneurs n'ont pas découvert. Et en fait, voilà, toute cette variété d'expériences que j'aime beaucoup, mais c'est le cas aussi avec la philo, tu vois, la salle de sport, il y a plein d'autres choses que j'aime bien, je fais du piano, enfin, il y a plein de choses que tu découvres via ces autres expériences qui sont des leçons pratiques que tu as découvert pas chez les autres, enfin, pas par l'expérience des autres, mais par ta propre expérience, qui te font de toi une personne plus complète. Et finalement, le jour où d'ailleurs mon aventure entrepreneuriale m'apprendra plus rien sur moi-même ou fera plus d'expérience, j'arrêterai sur le coup. Mais aujourd'hui, ça me fait vivre des trucs. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui, dans leur vie, sont à la tête d'une boîte qui a 60 personnes. Rien que 60 personnes, c'est pas beaucoup, hein, à l'échelle de plein d'autres boîtes. Oui. Mais vraiment. Voilà. Donc, ça me permet de vivre des trucs. C'est surtout pour ça. Ce que je trouve intéressant là-dedans, et une question sur laquelle j'ai envie de rebondir, aussi pour les personnes qui écoutent et qui aimeraient peut-être se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui pensent vouloir se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est qu'avec des modèles et des histoires comme toi et ce que tu racontes, peut-être même que moi, je peux y ressembler un peu, on pourrait entendre le fait, tu vas améliore-toi, fais des marathons, travaille sur toi-même, et puis ça va t'aider peut-être à lancer une boîte ou quoi. Parce que là, en fait, tu dis que ça te permet ton entreprise et ton style de vie te permet d'aller vivre toutes ces expériences. Mais est-ce que dans ce cas, tu recommanderais à quelqu'un, par exemple quelqu'un qui veut commencer de l'entrepreneuriat, est-ce qu'il y aurait le même conseil de travaille sur toi-même dans toute l'horizontalité de ta vie, apprends de plein de choses, ça va te faire de toi un meilleur entrepreneur? Ou est-ce qu'à un moment donné, on va lui dire, ok, c'est bien joli d'apprendre sur toi, de faire du sport, etc. À un moment donné, tu vas être entrepreneur, il faut quand même lancer quelque chose, quand même gagner de l'argent, typiquement. Est-ce que toi, tu as eu cette vision et cette envie pour ta vie, qu'elle soit mémorable, etc., après que tu aies lancé ta boîte, ou est-ce que c'est en cours de route que tu t'es dit, en fait, maintenant que j'ai cette liberté de vivre des expériences qui, en plus, peuvent m'enrichir, qui, en plus, peuvent être liées à ce que je produis, parce qu'en plus, je documente le truc, que tu as fait ça. Alors, tu vois, j'ai commencé à consommer tes contenus avant d'avoir une boîte. Okay. Et je me rappelle que le premier truc entreprenant de ma vie que j'ai fait, c'est le sport. Quand je suis parti faire mes études à Los Angeles, là-bas, c'est la culture, tout le monde fait du sport. Donc, en fait, je me rappelle très bien, je faisais de la boxe quand même à l'époque. J'étais dans une salle de boxe et il me demandait combien de fois tu t'entraînes à la salle par semaine. Je vais pas à la salle. Il dit non, mais combien de fois tu vas à quelle salle? C'était incompréhensible pour lui. C'était pas possible de comprendre ça. Californienne. Et donc, moi, je voulais vraiment fit in à l'époque. Donc, je suis allé à la salle. Tu vois, j'ai fait, et après, je suis rentré et j'ai jamais lâché le truc. Ce que je veux dire, c'est finalement, en fait, les qualités que tu développes dans ce genre de quête-là, c'est les mêmes que celles qui sont nécessaires pour monter une boîte. C'est les mêmes. Sous les compétences que tu peux... En entrepreneuriat, les compétences, c'est quoi? C'est la vente, le marketing, la compta et tout, etc. Mais quand tu rapportes ça à des compétences plus fondamentales, chez les gens qui le font, c'est un mec, la compta, c'est quelqu'un qui doit être rigoureux. Marketing, c'est quelqu'un qui doit être créatif.
T'as quand même pas mal de, tu vois, dans la vente, c'est quelqu'un qui est capable de convaincre, c'est quelqu'un qui est capable de comprendre comment se sent une personne en face. Ça, c'est des choses que tu peux apprendre dans plein d'autres expériences. Alors peut-être pas dans le sport, tu vas pouvoir découvrir tous ces trucs-là, mais tu vas pouvoir en avoir un petit avant-goût. Et finalement, quand tu sais les réactiver, c'est ce dont on parlait juste avant, là, quand on parlait du marathon, tu peux partir avec des avantages. Et le pendant de ça, et c'est ce que je dis dans la vidéo sur le manifeste, c'est que c'est très rare d'être entreprenant pendant longtemps et de ne pas arriver à une aventure entrepreneuriale. Parce que finalement, tu prends tous les domaines de ta vie. Tu dis, j'ai envie de m'en saisir. J'ai envie de me saisir de ma santé, nickel. Donc tu manges bien, tu vas à la salle. Et à un moment, tu vas quand même arriver au pro. J'ai envie de me saisir de mon truc. Soit, par chance, tu découvres une aventure professionnelle qui t'est proposée par quelqu'un ou un truc qui te correspond parfaitement. Bon, bah, soit, la façon la plus simple, c'est de la créer toi-même. Et là, tu découvres qu'en fait, toutes les qualités dont tu as pu commencer à faire preuve dans d'autres disciplines que tu as commencé à faire. Moi, je suis très fan de la notion de courage, tu vois, qui est pour moi l'une des top valeurs chez les gens parce qu'elle permet toutes les autres. Par exemple, ça permet par exemple d'être loyal. Enfin, tu peux pas être loyal si t'es pas courageux. Il y a énormément de choses qui découlent du courage. Et ben, le courage, c'est quelque chose qui va te permettre d'avoir le courage. Enfin, il n'y a pas vraiment de synonyme de courage. Le courage, tu vois, de lancer une boîte derrière. Et en fait, finalement, c'est deux choses similaires, mais c'est aussi permis par le fait qu'à un moment, tu vois, tu te poses la question sur le pro comment est-ce que je peux me saisir de ma vie professionnelle. Et donc finalement, c'est pour ça qu'il y a aussi une grande concentration de gens entreprenants chez les entrepreneurs, c'est parce que souvent, finalement, on y retourne quand même à la fin. Effectivement. Mais c'est parce qu'ils y arrivent de cette façon-là. Et ça se cultive. C'est vrai que j'avais pas spécialement pensé à ça comme ça. C'est une belle façon de voir la chose. C'est que quelque part, effectivement, quand tu prends en main, quand tu te saisis, comme tu le dis, et étymologiquement, c'est intéressant aussi, quand tu te saisis de faire quelque chose de toi-même, par exemple, ou de prendre la responsabilité de toi, ton corps, ta santé, tes relations, différentes choses, tu cultives toutes ces qualités qui peuvent sur le papier faire un bon entrepreneur, même si, comme tu l'as dit, et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as donné un exemple d'un entrepreneur qui n'est pas entreprenant, c'est quelqu'un qui essaie de copier-coller la méthode de quelqu'un d'autre, c'est ça concrètement? Ouais, tu prends la sphère infopreneuriale sans tirer sur des gens particuliers. Oui, il y en a quand même beaucoup, pas tous évidemment, oui, bien sûr. Mais il y a quand même pas mal qui n'ont pas réfléchi à une seule moment. En fait, ce qui est marrant sur l'infopreneuriat, c'est que tu n'as pas la case product market fit. Product market fit, c'est le moment qu'ont tous les start-upers et qu'on t'apprend en école de commerce, c'est tu construis un produit pour qu'il trouve son market, donc son audience. En fait, en infopreneuriat, tu fais, je vais prendre le business de lui. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un culte du chiffre. Lui, il fait 10 millions, je vais prendre son business, copier-coller. Tu sais, en dropshipping, il fallait surtout pas dire son produit parce que c'est la seule barrière à l'entrée. Ouais, c'est vrai. C'est le seul truc. Si ton business ne dépend que c'est de la merde, du fournisseur et du produit et pas de toi et de la marque, c'est que effectivement. Voilà. C'est que tu n'as rien construit en fait. Se saisir de soi-même, c'est se construire soi-même. Quand tu as un business où la seule barrière à l'entrée, c'est ton produit, le fait de connaître un truc, un secret, bon, en fait, t'as pas de business, t'as rien construit du tout, c'est comme un château de cartes, ça s'explose. J'ai pas envie, je vois pas beaucoup de satisfaction personnelle. Enfin, j'imagine mal beaucoup d'expériences aussi sortir de ce genre d'aventure-là. Et d'ailleurs, ils y arrivent tous. Ceux qui sont honnêtes avec eux-mêmes, les infopreneurs, arrivent tous à peu près à cette même conclusion de, ok, bon, j'ai gagné plein d'argent parce qu'ils gagnent vraiment beaucoup d'argent. Il y en a qui peuvent gagner vraiment beaucoup d'argent. Et que plein de start-upers, d'ailleurs, c'est ce qui fout tant le seum aux start-upers par rapport aux infopreneurs, c'est qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent qu'ils n'en gagneront jamais, même ceux qui ont fait des exits de boîtes. Mais ils ont chacun un truc que l'autre veut. C'est quelque chose que j'ai remarqué et c'est quelque chose qui m'a beaucoup freiné, /déplu, /donné une mauvaise première intention. Certaines personnes, tu vois, il y en a plein, je me souviens pas du nom. C'est ça tout le problème au niveau de leur branding personnel, j'ai envie de dire, qui m'approchent ou qui suivent mon compte, etc. Je vais regarder et je vois que c'est par exemple un podcast de développement personnel et je vais regarder et je vois tout de suite qu'en fait, j'ai l'impression, parce que je vais dessus, tout semble ramener la personne vers une page de formation où ça va t'apprendre à devenir heureux. Voilà, c'est vraiment le genre de cliché. Et c'est dès que je vais au fond de la chose, je me dis, ok, c'est un podcast. En plus, typiquement, là, c'était un podcast très bien placé dans les charts des podcasts et tout, dev perso et tout, je vais pas donner le nom. Et je me dis, intéressant, peut-être qu'on peut collaborer, regarder. Enfin, du premier abord, je me dis, intéressant, un autre podcasteur dev perso.
Et je vais dessus et je réalise qu'en fait, l'idée, c'est vraiment de t'amener à acheter ça. Et je me dis, OK, il n'y a aucun problème avec vendre une formation. Mais du coup, j'ai envie de savoir un peu, t'es qui, quoi? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toi? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Et la seule justification que j'ai trouvée, c'est mon histoire, en fait, c'était, écoute, j'étais perdu dans ma vie, et puis ensuite, j'ai vendu une formation pour trouver, et puis j'ai trouvé ma liberté en devenant mon propre patron, etc. Grâce notamment à cette formation que je vends pour trouver sa liberté et devenir son propre patron. Et je me suis dit, mais je ne veux pas m'entourer de personnes qui n'ont pas des fondations solides en elles-mêmes. Parce que ça m'inspire pas du tout. Ça m'inspire. Et ça, c'est un facteur qui est pas du tout utilisé. C'est très repoussant pour moi, en fait. Même pour analyser des business ou des créateurs et tout, etc. C'est la solidité de ce qu'ils ont construit. On prend toujours une photo et on se dit, bon, ce mec a 101 millions d'abonnés. Il a un business qui fait tant d'argent. Mais on fait pas l'exercice de si je le projette dans 5 ans, où est-ce que je pense que ce gars, il est? Et c'est ça qu'en fait, c'est un autre facteur. Et c'est ça le problème, en fait, avec ce culte du chiffre, c'est que c'est unidimensionnel. Ça juge les business sur si personne A fait plus d'argent que personne B, alors personne A meilleur que personne B. Mais c'est pas le seul facteur pour analyser un business. Sinon les valorisations d'entreprise, ça serait très simple. Et ni pour analyser un être humain, encore moins. Quoi. Oui, c'est ça qui est encore plus dur en fait quand tu parles pas d'un business, quand tu parles d'une personne. Et donc quand tu mets plusieurs facteurs, par exemple, c'est un des points que je donne dans le manifeste, c'est lire les astérisques. Tu vois, quand tu signes un contrat, faire attention parce que parfois quand tu revends ta boîte, par exemple, on va te dire ta boîte elle vaut, je sais pas, t'as bien bossé en disant ta boîte elle vaut 10 millions. Et on te dit que je te rachète ton entreprise, donc tout ce que tu as construit, en échange de 10 millions. Donc pour toi, c'est une transaction entre une entreprise et de l'argent. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Et n'importe quel entrepreneur qui a revendu sa boîte, j'ai eu la chance d'en rencontrer beaucoup, te dit qu'en fait, il y a plein d'astérisques qui sont pas visibles. C'est que tu perds ton statut social quand tu vends ta boîte. Tu perds un truc que tu kiffais faire. Donc ça veut dire que tu dois te reconstruire autre chose. Et il y a plein de gens, en fait, le pire scénario dans lequel tu peux vendre ta boîte, c'est si jamais, une fois que tu l'as vendu, tu veux refaire la même chose. Dans ce cas-là, mais pourquoi la vendre, en fait, au début? Et donc, faut juger ça sur plusieurs plans. C'est-à-dire les plans, et c'est là où ça devient une quête très personnelle, qui n'a pas vocation à être vu, tu vois, d'un point de vue supériorité morale. C'est-à-dire, je pense que je suis plus valeureux que toi parce que j'ai jugé ma liberté. J'ai un meilleur pourquoi. Voilà, c'est ça. C'est pas du tout ça à quoi ça invite, mais c'est juste à regarder, tu vois, les choses avec tes yeux qui te sont propres. Donc, j'ai pas envie de lâcher ce niveau de liberté. Peut-être qu'il y a des gens qui estiment qu'avoir un investisseur à 20% de leur boîte, ça nique pas leur liberté. C'est probablement vrai. Et ça sert à rien de les juger. Pour certains, c'est 40%, c'est OK. Pour certains, c'est 0%. Et ce qui est juste intéressant, la seule erreur, c'est de ne pas se poser la question de mettre mes lunettes personnelles dessus. Donc, comment je juge ce contrat? Quels sont les astérisques? Les trucs qui font que ce contrat peut être un bon contrat pour moi ou un mauvais contrat pour moi, quand il sera bon ou mauvais pour quelqu'un d'autre. Et je trouve que c'est ça qui est très intéressant et une question qu'un infopreneur, de manière générale, ne se pose pas. C'est intéressant parce que là, on peut se retrouver, et c'est quelque chose qui peut sembler difficile aussi d'un point de vue extérieur, parce que, typiquement, c'est pas la référence, mais si tu vas te plaindre sur Twitter que, par exemple, t'as trop d'argent mais tu sais pas quoi faire de ta vie, on va te dire donne-moi tes millions, t'inquiète pas, ça va bien se passer, oui, je vais m'en occuper. Il y a aucune empathie pour les gens riches. Donne-moi tes problèmes, tout va bien. Alors, à nouveau, voilà, il vaut mieux avoir de l'argent, toutes choses égales par ailleurs, que de pas en avoir, on est bien d'accord. Mais on voit ce scénario, comme tu l'as mentionné, de personnes qui, typiquement, s'identifient entièrement à leur travail, s'identifiaient entièrement à leur quête, quelque part, avaient l'impression de vivre à travers cela, et que la finalité, c'était peut-être, je vais vendre ma boîte, je vais plus avoir besoin de travailler, et puis derrière, je serai content. Ils vendent leur boîte, et c'est la pire chose qui peut leur arriver. Tu leur enlèves tout ce qu'ils étaient, en fait. Notamment si ils ne se sont pas peut-être construit autre chose dans leur vie, ils n'ont pas entrepris autre chose sur eux-mêmes quelque part. Et c'est là que peut-être il y a un désalignement du pourquoi je faisais ça, ou pourquoi est-ce que je revends ma boîte, etc. Et si tu vas chercher un peu plus profondément, peut-être pourquoi j'ai commencé dès le début, ou alors tu l'as oublié parce que forcément c'est pas du jour au lendemain que tu revends ta boîte. Et j'ai l'impression qu'avec un travail comme celui que tu fais et que tu propages, il y a quand même moins de chances que ça arrive. Oui, et c'est quand même très étrange en fait. Fondamentalement, on prend pas assez de recul sur le fait que c'est quand même étrange de monter une boîte dans le but de s'en séparer. Je monte un truc. Je vais faire un bébé, mais je pense le vendre. Ouais, mais c'est ça. Mais dans 5 ans, j'ai envie de l'avoir vendu. Je vais le gaver un peu, et je vais le revendre. Et c'est totalement fine. Mais encore une fois, c'est viable. Si vraiment tu veux faire un coup, etc., et que t'as évalué toutes les options, tu te dis j'ai besoin de vraiment beaucoup plus d'argent là. Il faut que je fasse un coup parce que j'ai envie de m'offrir tel truc. Mais les gens, ils vont vraiment plus loin que la question de qu'est-ce que je fais quand j'ai gagné beaucoup d'argent.
Et souvent, tu sais, c'est la fameuse histoire là, du pêcheur qui est devenu super connu. Ouais, Le capitaliste et le pêcheur. Ah, en fait, quand tu auras gagné plein de thunes, histoire. tu iras repêcher du poisson. Tu vas gagner de l'argent pour pouvoir être à la retraite. Non, tu pêches du poisson, mais t'inquiète, je vais t'apprendre à pêcher plus de poissons pour en faire un business, une usine. Tu vas gagner des millions, tu pourras la revendre et ensuite tu pourras prendre ta retraite et aller pêcher du poisson tranquillement. Voilà. Et en fait, je veux dire, à la fin, bon, déjà, le scénario le plus probable, c'est que tu n'arrives pas à revendre ton bébé, tu vois. Voilà. Donc tu n'auras que les années que tu as passées comme actif construit. Et si tu t'es fait du mal dans le but de dire, en fait, le succès de ces 5 ans n'est validé que si j'arrive à avoir cet événement d'exit à la fin, donc j'ai réussi à revendre mes parts pour de l'argent, bon bah, en fait, tu signes ton arrêt de mort dès le début, parce que tu prends les stats, bon, tu vas être misérable pendant 5 ans, donc tu as quand même un peu un incentive à te poser la question, donc bon, c'est quand même assez important ce que je vais faire pendant 5 ans, je vais peut-être pas monter un business de chiottes, tu vois, ça me fait chier, même si c'est extrêmement lucratif. Donc c'est comme ça que tu vas pouvoir venir rajouter un peu des critères, et venir en fait créer un truc qui t'est propre, tu vois, genre. Et moi je pense beaucoup à chaque fois quand je construis, à tous les gens qui construisent des boîtes en mode comme un joueur à FIFA, tu sais, à FIFA il y a t'as genre, c'est pas un cylindre mais c'est il y a plusieurs caractéristiques, bon il y a la vitesse, la défense et tout, et tu sais c'est tiré dans des endroits, bon voilà, tu peux voir qu'il y a la liberté, l'argent, t'as un espèce de pentagone, la famille, voilà. Je sais plus si c'était un pentagone, je me sens plus combien il y a d'arêtes, mais en fait c'est exactement comme ça que je pense à ce que je suis en train de construire tous les jours. Et donc pour ça que parfois je vais venir tirer un peu la case sport, marathon, parce que non, en effet, ça ne fait pas progresser la case business, mais j'aime bien que mon personnage il ait ses compétences. Et encore, peut-être que quelque part, enfin, je pense que c'est quand même assez reconnu, je suppose, dans l'entrepreneuriat, que de plus en plus valoriser que faire du sport, être bien dans son corps et sa tête, ça aide aussi le business. Oui, c'est quand même. En tout cas, les premières doses, les premières heures de sport dans une semaine, clairement, je pense, peuvent aider pas mal. Mais il y a quelque chose, et on peut y revenir un peu. Toi, je t'ai déjà entendu dire, je crois, dans un de tes podcasts, que tu n'es pas quelqu'un d'extrêmement motivé par l'argent, comme, je sais pas, pour te lever le matin ou faire monter ta boîte. Ce qui peut justement, on pourrait se dire, tiens, c'est marrant, pourtant il essaie de faire 10 millions, etc. Oui. Bref, ça peut aller un peu plus loin. Mais il y a des personnes qui, en fait, ont juste envie de faire de l'argent. Ils aiment faire de l'argent pour faire de l'argent. Ces personnes-là, tu leur conseillerais où? Tu peux pas t'apparenter peut-être à elles, mais les personnes qui nous écoutent, ils veulent juste faire de l'argent. Dans le fond, on s'en fout du reste. Et honnêtement, c'est fine du moment que... Parce que dans l'entrepreneuriat, il y a quand même beaucoup cette notion de... c'est vrai que si tu veux casser un certain plafond de salariat à vie très lent à monter, pour faire beaucoup d'argent, il faut entreprendre quelque chose quand même. Il faut pas oublier que c'est la première quête. Ce qui est intéressant juste, c'est que c'est un jeu comme un autre. C'est comme le jeu de devenir stock, commencer à aller à la salle. C'est mieux que pas jouer. Tu vois. Donc, tu prends quelque chose, tu le fais avec intensité. Et toutes ces leçons que je partage aujourd'hui dans mon podcast, c'est parce qu'au début, je me disais, putain, je vais gagner de l'argent. On est tous passés par là. Il n'y a aucun mec qui s'est dit, bon, je vais être super heureux, je vais faire un truc bien équilibré. On y arrive tous après. Moi, je vous explique ce que vous allez avoir une fois que vous ne m'aurez pas écouté et que vous serez allé faire toute votre thune avec des trucs dont vous n'aurez pas jugé forcément la valeur morale, enfin, la correspondance avec ce que vous kiffez vraiment. Et après, en fait, voilà, tu vas découvrir qu'il y a en effet tous ces critères-là. Et juste pour revenir sur redis-moi ta question pour que je... La question, c'est si tu es juste motivé par l'argent, tu veux faire de l'argent pour faire de l'argent. Est-ce que tes conseils seraient différents du coup? Alors, mes conseils seraient totalement différents. Ça veut dire que finalement, le jeu de l'argent, c'est le plus simple auquel il faut jouer. Hein. C'est vraiment... c'est le plus... Il y a Oussama qui disait un truc très stylé. C'est l'argent, soit t'en gagnes, soit t'en perds. Et ce que tu perds, c'est le montant de la leçon que tu mérites. Et donc c'est très facile de juger un business. S'il fait plus d'argent l'année 2 que l'année 1, ça veut dire que c'est facile, ma vie elle a progressé. Et si j'ai perdu, souvent tu prends des bonnes leçons d'un montant assez important. Et moi ça correspond à peu près à mon expérience. C'est-à-dire à chaque fois que j'ai perdu beaucoup d'argent, j'ai appris une leçon que je méritais. Exemple classique, les cryptos. Tu vois, quand j'ai investi dans un truc que je connaissais pas, ça m'a coûté à peu près 15 000 €, tu vois, la leçon. Ouais, tu sais, ça m'a coûté à peu près pareil. Voilà, mais honnêtement, fer rouge, comme ça, direct. Mais donc parmi les gens qui ont comme unique objectif de faire de l'argent, il y a 2 catégories. Il y a ceux qui ont fait ce processus de lecture interne, de savoir, ok, je pense vraiment qu'aujourd'hui la priorité numéro 1 c'est de gagner de l'argent parce que je sais pas, peut-être à la famille qui est malade, enfin j'ai quand même envie de pouvoir soutenir ma famille et tout, donc je dois gagner de l'argent, première partie. C'est donc une quête entrepreneuriale. C'est d'ailleurs le nom que je donne. C'est ça, un entrepreneur, c'est un comme peu... anthropologie, c'est une quête de Antro avec un A. Oui, avec un A. Ah d'accord, ok. Entrepreneuriat, c'est pas très bien avec bandé. Un H aussi ou... Oui, bien sûr. Ouais, d'accord. Entrepreneuriat. Okay, c'est pas comme ça que je l'écrivais. Ouais, voilà, donc bref, ça peut être trop brandé. J'avais aussi sur-entrepreneur par rapport à Nietzsche, mais bon, je sais pas, on en est au début. Tu vois. Bref, donc tu as la première catégorie. Et l'autre catégorie, c'est les gens qui en sont au démarrage, ceux qu'on vient de décrire, qui sont dans la première phase de je vais commencer par gagner de l'argent, et ensuite on verra. Et après, tu as une intersection un peu mauvaise des deux,
qui est parfois les gens qui, bon, ça fait très très longtemps, c'est comme les gens qui font du dropshipping depuis 10 ans. Bon, à un moment, t'es bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as vu ce qu'ont vu la majorité des dropshippers qui ont arrêté, c'est que bon, tu dors pas très bien quand même. Bah, on peut très vite préciser pour ceux qui comprennent pas le dropshipping. C'est une méthode de livraison, hein, concrètement. Ça veut juste te dire tu achètes sur mon site et puis ça part du fournisseur chinois souvent. Ça arrive 3 semaines plus tard chez toi. Mais c'est très souvent apparenté à de l'arnaque, entre guillemets, parce que on te vend le choix qui est 10 fois plus cher. Je parle que d'une sous-catégorie, de gens qui vendent un truc, un produit qui est exactement similaire. C'est pas mauvais en soi le dropshipping, c'est une méthode de livraison. C'est de la logistique. C'est de la logistique, exactement, mais c'est associé aux arnaques. Et donc tu as tous ces gens qui, en fait, il n'y a pas deux catégories, il y a une troisième catégorie, c'est pas l'intersection des deux premières, qui sont des gens, ok, j'ai vu ce dilemme moral, je choisis de l'ignorer. Et c'est cette catégorie de personnes qui est très dure à lire de l'extérieur sans connaître vraiment les gens, parce que les 3 personnes gagnent de l'argent, mais à quelle catégorie ça appartient? Ces gens-là, bon, bah, là, pour le coup, tu peux avoir un jugement un peu plus moral dessus, sur le fait qu'on partage probablement pas les mêmes valeurs. Et que je veux pas m'associer avec eux. D'ailleurs, souvent, ils s'associent entre eux et on les laisse tranquilles, quoi. Mais bon, bref. Donc, c'est une quête qui est quand même. Ça veut pas dire qu'il faut pas essayer de gagner de l'argent. Je pense que justement, c'est. N'importe quelle quête entreprise avec intensité te donnera une leçon et t'amènera à la quête d'après et qui vont en fait souvent t'amener à ce que je suis en train d'essayer de décrire, tu vois, de finalement, en fait, quel est le point commun entre tous les trucs que j'ai essayé de faire, c'est de vivre une vie mémorable. Et tu sais, ça fait un peu philosophe à 2 centimes, mais en fait, oui, la donnée la plus courte que tu as, enfin, la plus rare que tu as, c'est quand même le temps. Donc finalement, passer 5 ans pour une boîte que t'as pas kiffé dans le but de la revendre, c'est une énorme connerie parce que tu dépenses beaucoup d'argent que tu pourras jamais récupérer. Parce que la thune, tu peux la générer avec un business A, B, C, etc. C'est un truc qui m'a pas mal travaillé. Enfin, je me suis posé pas mal de questions ces dernières années aussi sur les modèles ou les admirations, mes inspirations, etc. Parce que justement, comme tu l'as fait remarquer, c'est quelque chose que très vite tu t'en rends compte. On aime bien, on a beaucoup d'aspirations, de modèles. Souvent, les personnes en ont. Évidemment, ça change au fur et à mesure, mais c'est impossible. Je me suis dit, c'est très difficile malheureusement. Et c'est pour ça que personnellement, je peux pas te dire qu'il y a cette personne, purée, mais je l'admire. T'as pas de modèle, aucun? Si, j'en ai. Mais le piédestal ultime, pour moi, il est inatteignable parce que, ok, vraiment sur le papier, parce qu'évidemment, je suis pas dans sa tête, je suis pas dans son lit, je suis pas dans sa relation. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas juste, ok, c'est le meilleur sportif, ok, c'est le meilleur sportif, mais en plus, il gagne bien sa vie, il crée des trucs stylés qui me donnent envie, il est musclé, toutes ces choses auxquelles j'aspire, mais je peux pas vérifier en fait, est-ce que ça se passe bien avec sa meuf et tout, parce que moi, avec ma meuf, si ça se passe pas bien dans ma vie sentimentale, en fait, tout le reste, j'en ai très vite plus rien à foutre. Donc, c'est très dur de me dire que cette personne est parfaite quelque part. Et d'avoir ce modèle ultime de cette personne en fait, fait tout bien. Faut toujours, j'ai toujours un grain de sel en mode, tu peux pas te dire, mais si ça se trouve c'est un FDP quoi. Oui, si mais ça surtout se trouve... qui est meilleur qu'Eric Flag à être Eric Flag? Personne. Et du coup c'est dans la question, mais c'est aussi ce biais qu'on a ou cette erreur un peu logique qui est très assimilable à la façon dont on juge le sport. C'est l'impression qu'il y a une discipline. Il y a des gens qui gagnent de la thune, enfin bref. Et en fait, tu veux mettre tout le monde sur la même ligne de départ, comme ça, on va s'affronter dans une discipline. C'est un match de foot, il y a 90 minutes, demi-temps. Celui qui a le plus de buts, il gagne à la fin. Individuellement, ça marche pas du tout comme ça. Je pense qu'il y a, je sais pas combien on est sur le globe, c'est 7 milliards, 7-8 milliards. En fait, normalement, il y a une voie assez unique pour chacune des personnes. Il y en a qui vont se ressembler forcément statistiquement. Mais c'est très rare, je trouve ça très rassurant de pas avoir quelqu'un dont tu admires toutes les parties de sa personnalité, parce que sinon ça devient quoi? Ça devient un gourou. Et c'est là où ça devient très 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 dangereux, parce que tu désactives le sens logique et tu te dis cette personne-là est la personne que j'ai envie d'être, donc j'ai qu'à faire tout ce qu'elle dit. Et en fait, spoiler, tu vas te rendre compte au bout d'un certain temps à consommer son contenu ou à la côtoyer que ça n'est pas le cas. Il y a plein de choses qu'elle fait que t'as pas envie de faire, et c'est pour ça que c'est plutôt selon moi un exercice à aller choper le courage d'un sportif, l'éloquence d'Oussama, et d'aller en fait faire son petit marché, à gagner de l'argent pour gagner de l'argent, de Yomi, voilà, par exemple. Et puis ou la pertinence de Nietzsche, et en fait d'aller faire un petit peu son marché en prenant des choses chez des gens, et je le vois beaucoup comme ça, et donc je vois qu'on pense pareil sur ce truc là. Il y a un truc que j'ai remarqué, parce que j'ai bien aimé justement ce que tu as présenté, ce que je recommanderais d'aller écouter, pour ceux que ça intéresse de creuser un peu dans ce manifeste que tu as et cet entrepreneuriat
que tu C'est as pas ouf, décrit. comme nom. Hein. Ça coule pas ultra facilement sur la bouche. Il va encore falloir travailler un petit peu le branding. Le branding, si tu ouais. veux si tu veux vendre ta formation d'entrepreneur, il va falloir que tu trouves un meilleur, un meilleur branding éventuellement. Et il y a une dizaine de leçons, de leçons que tu as mis, ou une dizaine de commandements, hein, peut-être même, attention, dedans. Et quelque chose dont je t'ai pas entendu parler, il me semble, dedans, ou peut-être peu, c'est la relation entre l'entrepreneur ou l'entrepreneur et son entourage et sa vie sentimentale, typiquement. Est-ce que c'est quelque chose qui, toi, te concerne? Quelle est ta vision de ça? Parce qu'il y a aussi des gens qui peuvent se dire que ça peut entraver d'autres choses importantes dans leur vie, ou que ah mais moi j'ai vu mon pote, dès qu'il est tombé amoureux de sa meuf, et ben en fait tout a foutu le camp dans son business, et j'ai pas envie de faire pareil, du coup je vais rencontrer personne. Est-ce que tu as une vision par rapport à ça? Alors je le vois au sens large, pas forcément avec la dissension, la séparation amis et meuf, mais plutôt dans le sens cercle proche. Tu vois. Et donc moi je me suis toujours défini, j'ai constaté par les actes que j'étais un mec un peu solitaire. Par l'introversion, qui veut pas dire d'ailleurs que tu es timide, hein, mais c'est juste dire que tu te ressources dans la solitude, tu aimes bien être tout seul. Et donc je me suis dit, j'ai besoin de moins de personnes en moyenne dans mon cercle proche pour être épanoui. Ouais. J'ai cru ça. Et puis on parlait juste un peu au début là sur ton lit de mort, tu vois, qu'est-ce que tu regretterais de ne pas avoir assez fait, qu'est-ce que tu regretterais d'avoir fait? Probablement pas, tu vois. Et il y a un autre exercice aussi qui est sympa, c'est tu t'imagines, t'imagines qu'on est à ton enterrement et il y a des gens qui prennent la parole et qui disent, et ils parlent de toi. T'aimerais qu'ils disent quoi? Et moi, le premier truc que je me suis dit, c'est en fait, il n'y aura pas grand monde. Il n'y aura pas grand monde. Si je continue comme ça, sur les 2-3 premières années de Kodak, il n'y aura pas grand monde. Là, parce que j'ai fait que travailler. J'ai pas forcément cultivé des relations et je me suis un peu caché derrière le fait d'être solitaire pour me dire, bon, bah, celle qui reste, c'est bien, sinon, bon, tant pis. Et le truc qui m'a un peu fait réaliser ça, alors entre autres, hein, c'est pas forcément un one shot, c'est que j'ai couru le Paris-Versailles dans le cadre de la préparation. Ok. Et j'avais couru toutes les courses avant. C'est une course officielle, entre guillemets? Ouais, c'est une course officielle, Paris-Versailles. D'accord. 16 km. 16 km, ok. Avec, je sais plus comment s'appelle cette côte déjà là. Ah, il y a un petit dénivelé. Il y a une côte de 2,5 km qui est horrible, qui s'appelle la côte des Gardes, voilà. Okay. Donc moi je suis Versaillais, donc c'était un peu la course, je la voyais passer tous les ans devant chez moi. Et j'avais couru toutes les courses précédentes avec des potes. Et celle-là, je croyais que j'allais courir avec des potes, mais en fait personne s'était inscrit, donc je me pointe le jour même, je suis seul tout. Je fais la course, souffrance horrible. Bon, dès qu'il y a du dénivelé et que t'es pas bien entraîné, tu souffres. Rien à voir avec le marathon, mais c'était déjà ma première expérience de souffrance. Et je la termine. Et non, je me dis, là, je vais exulter, être trop content d'avoir terminé. Et en fait, tu vois, t'as terminé, t'as ta médaille, il y a son perte. Et je me suis dit, attends. En fait, il y a une partie non négligeable de l'appréciation d'un sport et d'un accomplissement, c'est le fait de le partager avec les gens. Un accomplissement personnel même. Tu le partages pas, mais c'est nul à chier. Et c'est pour ça que le marathon, j'ai trop kiffé et que ça m'a fait pleurer et tout. C'est parce que je pense pas que j'aurais pu mieux le partager que la façon dont ça s'est déroulé. Et donc je me suis dit, ok, bon, il y a quand même une partie, je sais pas si ça va forcément aller dans le sens de mon entreprise, mais je peux pas, en fait, il faut que je construise quand même mon cercle proche. Et j'avais des gens, tu vois, j'avais des gens proches, mais j'étais pas activement je m'étais pas beaucoup saisi, tu vois, de mon cercle social. Et donc j'ai commencé, tu vois, à me dire, quel genre d'amis j'aimerais avoir, et comment est-ce que moi-même d'abord je peux être ce genre de personne-là pour eux. Ça me semble très important de préciser que, tu vois, je vois un peu tous ces titres de vidéos. Comment avoir des meilleurs amis? Ouais. La première ou la dernière règle, ça devrait être commence par être cette personne. Commence par être un bon ami. Commence par être un bon ami, parce que sinon, ça va pas le faire. Et donc, je voulais avoir des gens avec lesquels célébrer au marathon. Alors, je l'ai pas fait dans cette optique-là. Je me dis de manière générale, c'est un truc, une compétence que j'avais pas, c'est être content pour les autres. C'est un peu un truc de. C'est comme ça que tu peux déterminer un vrai ami, typiquement. Ouais. S'il n'est pas vraiment content pour toi quand tu réussis. Sentir de la vraie, pas juste. Et d'ailleurs, moi, je trouve que quelqu'un qui est content pour toi te dit jamais je suis content pour toi. Il te dit pas ça. C'est vrai. Tu le lis sur son visage. Et moi j'ai un pote qui s'appelle Jordan avec qui j'ai couru le marathon. Donc c'est dans les veines. C'est un mec, il est intéressé par les gens, il vit les trucs avec les gens. Et le fait de voir ça chez lui, je me suis dit oh putain, attends, c'est un truc qui manque. J'ai grave envie d'être comme ça. Et donc j'ai commencé à partager des trucs. Je suis allé faire l'éco-trail avec un pote. J'ai fait la fin de l'éco-trail, je l'ai accompagné. J'ai commencé à prendre activement le sujet d'organiser des trucs pour les gens, même avec ma famille, j'emmenais ma grand-mère en week-end, je faisais des trucs que je faisais pas avant, pour me dire, écoute, j'ai envie de vivre le genre de vie qui fait qu'à mon enterrement, il y aura des gens pour dire, bon, bah, il a essayé, il a peut-être pas parfait, mais il a essayé. Et donc,
Ce cercle social, alors après, donc là j'ai plus de meuf depuis. Ça fait 1 an que je suis célibataire, mais j'ai eu 2 premières années de Kodak. J'avais une meuf, c'est un sujet qui est épineux. Et quel est l'impact concret d'avoir une meuf sur. Ouais, comment tu l'as vécu, toi, si tu Ouais, sans entrer dans des trucs intimes, bien sûr, mais. Après, mon ex était entrepreneur aussi, donc. Ok. Donc on se comprenait là-dessus, mais après on partageait. Tu vois, le problème quand t'as une meuf entrepreneur, c'est que tu vois très bien l'élastique que ça fait. Bon, bah, quand tu te manges le double élastique vers le bas, et bah, tu peux partir dans un cercle vicieux qui est un peu un truc qui est plus dur, qui est pas insurmontable, mais qui est dur. Faut être prêt, tu vois, tous les trucs là. Donc non, j'ai bien vécu qu'il n'y a pas évidemment aucune incompatibilité entre le fait d'avoir une meuf et monter une boîte. Forcément, bon, le premier truc c'est bon, quand t'as pas de meuf, t'as plus de temps. Donc je sais pas si j'aurais préparé le marathon pareil si j'avais eu une copine à ce moment-là. Mais je pense que sur le long terme, tu gagnes quand même avec la stabilité. Le fait il y a un endroit dans ta vie où c'est le confort. Tu y vas, tu sais, t'as quelqu'un qui va où c'est stable. Il n'y a pas de surprise. C'est comme quand tu vas à McDo, tu connais le goût du Big Mac. Peu importe où tu es dans le monde, et c'est pour ça que tu vas à McDo. C'est pas parce que c'est le meilleur, c'est pas le meilleur burger. C'est réconfortant, c'est le connu, quoi. McDo, Starbucks, ils jouent tous sur le même truc. Et donc ce truc-là, sur le long terme, l'incertitude en fait est plus dure à porter pour un mec célibataire, je pense, au global, que quelqu'un qui est bien ancré. Mais de manière générale, je vois même pas ça. Encore une fois, je le vois pas. Je me demande pas là. Est-ce qu'il faudrait que j'ai une meuf ou pas pour aller plus vite dans ma boîte? Je me dis à la fin de ma vie, est-ce que j'ai envie d'avoir construit une famille ou pas? Il y a aucun scénario où j'ai pas construit une famille. Ça n'existe pas. Je veux vivre la même chose que le marathon. Je veux vivre cette expérience d'avoir un enfant, il y a aussi beaucoup là, dans le manifeste, il y avait la thématique de l'engagement. Et je trouve que tu as un certain nombre, les expériences les plus précieuses que j'ai eu l'occasion de découvrir dans ma courte vie, tu vois, 26 ans, étaient toujours le résultat d'un engagement très fort dans quelque chose. Tu fais avec ta prépa, et c'est pour ça que en fait, ta prépa Ironman, elle est tellement plus longue et plus intense que la prépa marathon, que je suis sûr que au moment où tu vas passer la ligne d'arrivée, ce que je te souhaite, en fait, tu vas prendre un shot, mais une expérience qui va être tellement plus grande, enfin, qui va être incroyable, et j'ai trop hâte de devoir le vivre dans une vidéo, parce que tu vas en faire un truc stylé. Possible. Mais pareil, tu vois, avec une relation, à un moment, il faut t'engager, tu peux pas... Bon, sans être, on va pas trop rentrer dans le vulgaire, tu peux pas continuer à papillonner dans tous les sens, parce qu'en fait, il n'y a pas d'engagement, donc tu ne chopes pas les intérêts composés d'avoir engagé ton énergie dans quelque chose. Donc tu prends, en fait, c'est comme si tu avais un catalogue, tu prends que les trucs que tu peux avoir en one shot. Bon, bah, je veux ça, ok, bon, moi, je pars en voyage là. Mais ok, non, et si je passais 4 mois à préparer un marathon, ensuite je cours le marathon, je me suis engagé, bah là, puissance x100. Donc à un moment, il faut sacrifier, il faut s'engager. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça comme ça, mais ça me semble... Je pense. Après, est-ce que c'est général ou est-ce que c'est personnel? Ça dépend des gens. Probablement qu'il y a toujours de la nuance, mais les choses les plus gratifiantes, j'ai l'impression, dans ma vie et dans mes expériences, sont toujours nées d'un certain type d'engagement. Et des gros engagements se résolvent souvent dans les expériences les plus intenses et celles qu'on regrette le moins. Et je peux supposer, voilà, par extension, j'ai pas encore vécu ça, mais que pour moi, un des plus gros engagements dans la vie, ce serait, par exemple, faire un enfant. Par extension, un mariage. Pour moi, le mariage, il y a évidemment une connotation état civil, il y a une connotation religieuse, spirituelle. Moi, ce qui m'intéresse plus dans le mariage, typiquement, c'est l'engagement, c'est le symbole. C'est je m'engage à... je passe un contrat, voilà, quelque part, avec une entité, avec l'univers, avec toi et avec moi aussi, à ce qu'on fasse ça tous les deux. Et ça, moi, ça me plaît beaucoup, cet aspect... on s'engage. C'est bien pour ça que normalement dans le mariage on dit jusqu'à la mort. En tout cas la phrase cliché qu'ils disent dans les séries, parce que c'est vrai que j'ai pas vu beaucoup de mariages en vrai, c'est je t'accepte XY jusqu'à la mort. Et c'est ce qui le rend assez incompréhensible pour les gens qui n'ont pas compris cette notion d'engagement et qui vont toujours dire mais attends, mais se marier c'est une connerie juridique, tu vas pas... Parce que c'est vrai que si c'est tout ce que tu vois dans le mariage... c'est pas un partage, c'est pas une union financière juste. Tu vois, c'est ok, à un moment on signe le CDI et puis comme ça, d'ailleurs, on peut construire une boîte ensemble, on s'associe. J'aurais pas pu construire mon entreprise en ayant juste un contrat freelance avec les mecs avec lesquels j'ai construit la boîte. Et probablement qu'on aurait pu travailler pareil, mais en fait, sur le long terme, ça fait une différence de 1% chaque jour, boum, 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 et après, ça compense pas pareil. Et donc, tu vois, moi, j'étais pas en divorcé. Et ça m'a en aucun cas remis en question la notion de mariage, même si j'ai vu l'argent que ça a coûté. Le mariage ou le divorce? Le divorce. Le divorce. Le divorce. Oui, mais tu te maries pas pour... Voilà. Tu te maries pas pour divorcer. Enfin, c'est vrai qu'il y a aussi cette image, peut-être...
chacun sa vision du truc, mais c'est vrai que dans la culture américaine, peut-être encore plus, ces contrats prenup là où, en gros, il y a un gros contrat avec plein de clauses et plein d'astérisques à mettre en place. Ils sont trop contents. On n'est même pas encore mariés, mais on va déjà bien étudier ce qui se passerait quand on divorcera. Oui, en fait. et qui est un truc totalement loi pour une personne dont l'objectif c'est rationaliser sa situation financière. Il veut vraiment. Ouais. Oui, bah en fait, fais-le. Ça serait une connerie de pas le faire si tu veux maximiser Il faut ta le faire, thune. mais c'est vrai que. Si tu juges ça d'un truc un peu plus large, qu'est-ce que ça me coûte de faire ça? Il y a un coût caché. Il y a toujours une astérisque. Ok. Bon bah. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Je sais pas hein, si je le ferai ou pas. Il faudra peut-être qu'il y ait des clauses. Faudra bien relire les clauses. Ou alors faut bien choisir, tu sais. Mais... Oui, bien sûr. Non, on est d'accord. Mais c'est vrai que cette notion d'engagement, j'ai envie de poursuivre ça aussi parce que c'est dans les engagements qu'on trouve aussi certaines responsabilités. Et j'avoue que moi, ça me plaît d'avoir des responsabilités. Peut-être que c'est lié, je sais pas. Mais s'engager à faire quelque chose, s'engager envers soi-même, c'est quand même quelque chose de fort. Et c'est là-dedans que tu trouves beaucoup de gratification, beaucoup de confiance en toi. Je me suis engagé envers moi-même, j'ai respecté ma parole, je fais ce que je dis. Et en plus, derrière, je suis quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Et ça a beaucoup de valeur sociale, beaucoup de valeur dans une relation. Que ce soit avec un pote ou un ou une partenaire. C'est beaucoup de choses que tu trouves aussi dans cette entreprise de toi-même, quoi. Voilà. Et encore une chose dont on peut réutiliser la qualité texto pour mieux monter une boîte. Pour mieux monter une boîte, en plus. Voilà, mais vraiment, l'engagement, c'est la même chose. Qu'est-ce que je commit? Et moi, je pense que c'est vraiment la seule explication pour laquelle Kudak, ça grossit plus vite que les autres agences. C'est parce que j'ai commit ma réputation. La réputation du fondateur, il n'y avait aucun autre fondateur qui l'avait fait à cette échelle. Ouais. C'est quelque chose, j'avoue, moi, je suis assez fier de ça aussi, quelque part. C'est que à nouveau, moi, j'ai aussi ma gueule sur l'entreprise. D'ailleurs, mon nom, la marque de mon entreprise, c'est aussi mon nom. C'est-à-dire que si Eric Flag il fait une grosse dinguerie, c'est terminé. C'est la réputation, c'est-à-dire, alors déjà, c'est plus de responsabilité, mais c'est aussi un engagement envers moi-même de, écoute, sois quelqu'un de bien, quoi. Sois quelqu'un de bien, comme ça, en plus, ton business et tout ce que tu as créé, ça repose beaucoup sur ma réputation. Donc, quelque part, il y a cet engagement en cultiver des bonnes valeurs et puis il faut payer les pots cassés derrière. Et il y a aussi la responsabilité de j'ai une boîte avec ma tête dessus, s'il y a un employé qui fait de la merde, c'est ma responsabilité. Ouais. C'est autant il faut faire attention à ce qui se passe, mais s'il se passe un truc, ça peut être la faute de l'employé, mais ça reste ma responsabilité derrière. Et c'est quelque chose qu'il faut accepter aussi de mettre en jeu. Mais de toute façon, je pense que tu vois, un investissement en finance, c'est souvent une fonction du risque. Donc, plus il est risqué, plus il donne de la thune. Je suis convaincu que n'importe quel dividende qui résulte, qu'il soit financier ou pas dans ta vie, de santé et tout le bordel, c'est une conséquence de la quantité de responsabilité que tu es prêt à porter. Et notamment de choses qui ne dépendent pas de toi. Donc, qui ne dépendent pas uniquement de toi. Typiquement, la délégation dont tu viens de parler, tous tes employés, etc., quelqu'un qui fait une dinguerie, qui salit le nom Eric Flag, t'es prêt à porter cette responsabilité. Je suis obligé en fait. Ouais, et t'as quand même choisi. Donc moi, t'aurais pu rester tout seul et faire une boîte avec juste Eric. C'est vrai. Et donc ce truc-là, t'as été prêt à porter cette responsabilité et la société te le rend en thune, te le rend en statut, te le rend en whatever. Et à un moment, ça pourra se retourner. Tu pourras prendre une dinguerie et ça pourra te revenir dans la gueule. Mais en tout cas, tu peux pas. Et les gens sont souvent assez frileux, de prendre responsabilité des trucs. Parfois, ils veulent pas aussi d'avoir des promotions dans des entreprises qui viennent avec le fait de gérer une équipe. Et quand tu as le patron du patron, donc le N+1 qui vient voir le N, qui pilote tous les autres, là, il va lui dire ton équipe, elle avance pas. Et là, la pire erreur pour le manager, ce serait de dire oui, mais c'est telle personne qui avance pas. Mais en fait, je te paye pour que tu prennes cette responsabilité-là, je n'en ai rien à foutre, en fait. Tu vois, normalement, si toi aussi, tu as fait ton bon taf en promouvant cette personne, c'est parce que en fait, quand tu prends une promotion, c'est pas juste parce que tu es là depuis. Enfin, normalement, souvent, c'est pas parce que tu es là depuis plus longtemps ou parce qu'on t'aime bien, c'est parce que tu vas prendre des nouvelles responsabilités. C'est cette responsabilité additionnelle. Tu veux plus de thunes, propose-moi les responsabilités dont tu vas me soulager, en fait. Voilà, c'est ça. Et puis, franchement, des promotions dans les tafs, c'est ça. C'est pas une fonction de ce que tu fais, c'est une fonction de la responsabilité que tu prends. Et parfois, il y a des gens. À un moment, tu as un nombre d'heures limité dans une semaine. Il y a des gens qui sont payés 10 000 fois plus que d'autres. C'est pas parce qu'ils travaillent 10 000 fois plus que les autres. C'est parce qu'ils prennent 10 000 fois plus de responsabilités, putain de Jeff Bezos, quand il prend une décision. Il prend la responsabilité de sa décision, ça engage les millions d'employés d'Amazon. Et ça, c'est probablement quand même une caractéristique qu'on retrouve quand même chez beaucoup de personnes
qui ont réussi, par exemple, des grosses entreprises et qui peuvent inspirer aussi des personnes qui ont des grandes aspirations, c'est ça va être dur de se cacher très longtemps hein, si tu veux aller très haut, quoi. Et qu'est-ce que tu penses tu veux dire quelque chose Non, vas-y, non. J'ai une petite question juste pour rebondir là-dessus. Après, on va gentiment passer sur la course à pied. Qu'est-ce que tu penses du CEO influenceur, quelque part? Est-ce que, typiquement, un Elon Musk, on dira, ou peut-être même toi ou moi, quelqu'un où il y a vraiment sa tête, c'est sa tête qui représente la chose. Est-ce que tu penses que c'est l'avenir des plus grosses boîtes? Alors... Ou comment tu vois la chose? Parce que très longtemps, tu vois, les plus grosses boîtes, c'est Coca, c'est Nike. Il n'y a pas d'être humain derrière. Tu as l'impression de faire du travail avec une corporation versus une personne quand, typiquement, il y a un ambassadeur et une tête qui est très claire sur la boîte. Je pense que ça paye des dividendes parce que c'est un commitment supplémentaire. En gros, j'accepte de mettre en danger la réputation de mon CEO. Donc je pense que c'est pas forcément le futur des grandes entreprises, mais c'est un très bon moyen de disrupter des grandes entreprises qui ne sont pas prêtes à le faire. Parce que demain, vas-y, va faire parler le patron autant qu'un CEO influenceur d'une petite boîte. Ouais. Le pourcentage de chances qui glisse, c'est mort. Déjà, ça passera jamais les médias training et tout le bordel. Enfin, tu veux, il y aura peut-être trop de barrières de validation. Ouais. Donc, tu peux les dynamiter sur des choses qu'ils ne peuvent pas faire, qui est d'ailleurs la façon dont grossissent toutes les startups. C'est vrai. C'est qu'elles vont gratter une petite partie du monopole de la grosse boîte, sur lequel il ne peut pas forcément répondre. Donc, je pense que c'est intéressant, mais c'est intéressant que dans la mesure où c'est le moins possible un moyen. Tu vois. Même si c'est un avantage comparatif à la fin, j'ai pas vu beaucoup de marques personnelles devenir extrêmement successful quand elles sont vues comme un levier marketing. Ouais. Et ça marche, mais en fait ça fonctionne. Mais celles qui vont vraiment, et ce à quoi j'aspire, c'est d'avoir des trucs qui marquent, tu vois, une génération. Je trouve que tu vois, un mec comme Oussama, peu importe ce qu'il fait aujourd'hui, etc. C'est un mec qui avant avec The Family, il a marqué une génération. Il y a des gens, des entrepreneurs qui, pendant les 7 ans où il a fait du contenu avec The Family, ont été marqués du saut Oussama dans la façon de penser. Ça, c'est ce genre d'impact que j'ai envie d'avoir un jour. Pas le même, pas forcément sur les mêmes personnes, mais ce genre de choses-là, c'est fait parce que foncièrement, c'est un gars qui aimait bien faire des confs, tu vois. C'est un gars qui aimait bien parler, c'est un gars qui prenait du plaisir à faire ce qu'il faisait. Et la preuve, il n'a même pas de chaîne personnelle. C'était sur la chaîne The Family. Il a une chaîne personnelle que depuis 1 an et demi. Ça a été un crime, tu vois, de ne pas avoir et ça. Il a, malgré sa peut-être non-volonté de le faire, il s'est créé une énorme marque personnelle en parallèle de ça. Eh bien, ce genre de choses-là, ça ne vient pas d'une personne qui pendant trop longtemps, considère cette thématique de la marque personnelle comme un moyen. Alors, ça peut commencer comme ça, hein, c'est comme gagner de l'argent. Et en fait, à un moment, il faut y trouver un plaisir personnel. Et c'est pour ça que parfois, tu peux être amené à faire des choses qui ne sont pas totalement corrélées à ton business. Genre le podcast Road to 10 Million, est-ce que ça me rapporte des clients? Je ne sais pas. Je n'ai pas encore une personne qui m'a dit « Ah, je t'ai connu dans Road to 10 Million, je suis devenu client Kudak ». Non. Ça pourrait arriver. Mais c'est le prix à payer pour que je fasse les autres contenus qui rapportent des clients. Parce que j'aime bien ça. Voilà, donc je pense que c'est un très bon moyen quand tu n'es pas trop créatif au début et que tu aimes bien faire du contenu, de voir un peu ce qui se passe quand tu mets de l'intensité là-dedans. Et je vois mal les grosses boîtes, de toute façon, toujours le même problème des grosses boîtes, c'est l'authenticité, le fait d'être proche, d'être pas une grosse structure, quoi. C'est ça en fait, c'est que si tu joues à ce jeu de CEO authentique parce que tu vois ça comme le jeu d'être un CEO authentique avec tous les avantages qui viennent avec le fait d'être authentique, ça s'annule en fait. Et on en revient à un peu la thématique aussi qu'on aborde depuis le début, c'est que c'est l'entrepreneur un peu au clair avec lui-même qui est aligné avec qui il est, ce qu'il fait, pourquoi, etc. Et que c'est ça qui... Et c'est comme ça que j'aime bien le voir et c'est comme ça que j'aime bien faire mon business aussi. C'est-à-dire, en fait, tout... Comment dire ? Il y a un genre de karma dans l'histoire, il y a un genre de... J'ai du mal à... Les gens ont ce qu'ils méritent. Les gens ont ce qu'ils méritent. À la fin. C'est pas ça que je voulais dire, mais c'est que ouais, si tu construis des belles fondations, si tu construis quelque chose de façon sincère, sans vouloir détourner, sans vouloir hacker nécessairement le truc, sans vouloir trouver le plus gros des raccourcis, tu as quand même plus de chances de te retrouver avec quelque chose qui te plaît vraiment à la fin. Est-ce que c'est pas le but quand même qu'à la fin, tout ce que tu as créé, entrepris dans ta vie, que ce soit ton business ou tout le reste, que tu sois fier de toi et de comment tu l'as fait. Ouais. Donc peut-être que c'est pas la meilleure façon de gagner, probablement que ce n'est pas la meilleure façon de gagner le plus d'argent le plus vite possible, mais si tu veux quelque chose qui perdure, et c'est quelque chose d'important pour moi, et ça se voit que tu prends ça en compte, c'est
c'est nécessaire. En tout cas, ça m'est cher, ce truc-là. Je suis pas encore au bout du truc, mais je trouve qu'il n'y a rien de pire, c'est que d'avoir raison ou tort d'ailleurs, avec l'idée de quelqu'un d'autre. Alors tort, c'est quand ça vous est arrivé que vous pensiez quelque chose et vous voyez quelqu'un de plus successful que vous qui vous dit de faire l'inverse, vous le faites, ça marche pas. C'est la pire sensation. Je dis mais en fait j'ai rien appris, quoi, tout simplement. J'aurais dû faire le truc. Et avoir raison avec l'idée d'un autre, tu prends tout le succès et en fait ça te passe à travers. C'est comme les gens ne te félicitent pas toi. Et putain, je voyais j'ai regardé un podcast hier, du coup, juste après le marathon, là, sur mon CEO préféré, en fait, je suis en train de le devenir, c'est Brian Chesky, le mec d'Airbnb, qui disait la différence entre recevoir de l'amour et recevoir de l'adulation. L'adulation, il disait que c'est comme tu mets de l'eau dans un mug, mais le mug, il est troué. C'est-à-dire qu'il en faut toujours des plus grosses quantités. Et il faut bien faire... Parce que nous, on peut tomber un peu dans ce piège-là, tu vois. Ok, je fais un marathon, putain, je suis grave adulé. Je vais faire un Ironman, je suis grave adulé. Et putain, je fais quoi derrière? Bah, busy, la tasse, elle se vide, nique sa merde, je suis dans la merde. Mais c'est parce qu'à côté, tu vois, t'as l'amour de tes proches, et ça, c'est vraiment le truc que tu recherches. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, avoir raison avec l'idée d'un autre, c'est souvent ça. Ça te fait exactement la même chose. Tu remplis, tu penses que tu as raison, mais en fait, ça se vide en dessous. Et c'est pas pour toi. Et à la fois, le pendant de ça, c'est que quand même, l'authenticité, je trouve que c'est un truc qui se travaille. C'est un truc qui se travaille en ayant tort et en faisant des trucs qui sont pas authentiques, tu vois, en essayant de... Parce qu'il faut quand même se rendre compte à un moment. Il faut avoir cette expérience d'avoir tort avec l'idée de quelqu'un d'autre, d'avoir raison avec l'idée de quelqu'un d'autre pour se rendre compte. En fait, c'est pas du tout ça que je veux faire. Quand je vous prends toujours, de toute façon, quand on est dans la discipline d'essayer d'être entrepreneur au sens de se saisir soi-même. Hein, si vous voulez gagner de l'argent, les règles changent. Et en fait, cette authenticité-là, moi, c'est là où pour ça que j'aime beaucoup le format podcast hebdo et tout seul. C'est parce que tu as l'occasion d'essayer de le faire, d'essayer de présenter des idées, de te rendre compte que tu croyais que cette idée c'était la tienne, mais en fait, bah non, en fait, c'était l'idée de quelqu'un d'autre. D'essayer de trouver des trucs qui sont foncièrement authentiques. Tu vois, ça fait 40 épisodes du podcast que je fais. Je suis pas au quart de ce que j'estime vraiment être et arriver à le livrer dans un podcast. Mais par contre, je sais que le jour où j'aurai trouvé ça, bah, n'importe quelle autre personne pour arriver à ce résultat final-là, bah, elle devra se taper toutes les itérations qui ont eu lieu entre-temps. D'essayer de trouver des trucs, de trouver un format qui t'est unique. Et ça peut commencer par de la copie. C'est ça qui est intéressant. C'est que tu peux commencer par reprendre quelque chose. Ça commence souvent comme ça. Hein. Voilà. C'est pour ça. C'est comme ça qu'il faut commencer. Souvent, tu es à point zéro. Bah, qu'est-ce que je fais? Je vais faire comme X ou Y. Oui, et c'est parce que en fait, ça te met en mouvement, ça brise l'inertie. Et après, tu fais rouler ta boule. Et ça roule, tu fais ton propre petit chemin dans la neige. Voilà, et après, ça devient toi-même. Ouais. Et c'est, je pense, un très très bon conseil à cultiver pour sa vie entrepreneuriale, pour ceux que ça intéresse, pour sa vie tout court. Et bien entendu, il faut faire la part des choses entre... faut quand même faire de l'argent quand tu es un entrepreneur. Et ça, bien sûr, il y a certaines règles qui sont associées. Et est-ce que toi, tu te serais vu ou tu as pas pensé du coup nécessairement à, par exemple, te mettre à la course à pied, etc., plutôt dans ton aventure entrepreneuriale? Est-ce qu'il te manquait quelque chose? Pourquoi est-ce que tu as commencé à courir en fait récemment? Ou peut-être que tu faisais beaucoup de sport déjà avant, mais il me semblait pas, je sais pas. Ouais, alors, salle de sport, j'étais quand même assez régulier. Ok. J'ai fait pas mal de sport de combat aussi, enfin pas mal, un peu. J'ai fait 3 ans de boxe et 2 ans de MMA. Mais la course à pied, ça m'a pris comment? C'était une conjonction de plusieurs choses. J'ai un pote qui s'est tapé une déterre. Enfin, 2 potes. Le premier qui a couru un marathon en sortant de nulle part, qui s'appelle Guillaume, qui est aujourd'hui la personne qui a fait l'Eco-Trail, que j'ai accompagné finalement, qui est devenu un monstre. Un truc de 80 km ou quoi? 80 km, qui arrive dans la Tour Eiffel. Une course que, il faudra que je la fasse un jour, celle-là, mais c'est un autre game, 80 km. Et puis un autre gars qui partait vraiment de nulle part, donc c'est le fameux Jordan, qui a fait son premier challenge, il l'a appelé From Chouf to Semi. C'est un mec qui adore boire de la chouf, tu vois, la bière chouf. Et ça m'a beaucoup inspiré. Et je me suis dit, à la fois, ça m'a inspiré, je me suis dit, attends, moi je sais pas courir un semi, lui va courir un semi. Il y avait un peu la motivation du démarrage. Exactement tout ce qu'on décrit, je me rends compte, il y a un point commun avec tous les trucs qu'on décrit au début. C'est que c'est pas très important ce par quoi tu commences, c'est souvent un peu malsain. Mais ce qui est important, c'est de pas rester dedans trop longtemps. T'sais. C'est vrai, c'est une belle. Tu gagnes de l'argent, mais après, on va dire, il faut trouver. Tu copies, mais. Tu fais de la muscu pour les autres, mais après ça vient quand même pour toi. Voilà. Et c'est fine au début de faire un truc un peu malsain. Donc, ces 2 choses-là. Et puis en parallèle, tous les contenus qui commencent à ressortir. Ta vidéo marathon, je pense que je l'ai maté 20 fois. Ah ouais. Je l'ai vraiment 20 fois parce que j'ai trouvé que tu as réussi à faire. Tu vois les Horcruxes dans Harry Potter? Oui. C'est quand tu mets une partie de toi dans un objet. Bah, j'ai trouvé que tu avais réussi à foutre une émotion dedans, dans cette vidéo. Et je peux la rouvrir 20 fois. Et ça se nique pas en fait. Ça me fait toujours la même chose. J'avais jamais couru. Et à la fin, que tous mes potes c'était pareil, tu sais, t'as les petites larmes qui coulent comme ça. Alors j'avais jamais couru, je sais pas ce que c'était. Je n'ai aucune idée ce que c'était de vivre un marathon. Et donc ce truc-là, ça m'a inspiré. Je me suis dit, j'ai envie de vivre ce genre de choses-là. Et je vois bien comment est-ce que le fait de faire une préparation, de se mettre cher,
pour cet objectif-là, ce que ça va m'apporter. Parce que j'ai eu, avant, c'était une expérience qui est exactement la même, qui est celle d'avoir fait une prépa pendant 2 ans. Et d'ailleurs, la veille du marathon, je me suis senti exactement comme la veille des concours. C'est un truc de ouf. Vraiment, c'était la même chose. Compétition. Ouais. Il y a d'autres personnes autour, mais c'est bon. Peut-être qu'à la prépa, t'es encore plus en compétition contre les autres. Ouais. Et bon, il y a évidemment quelques différences. Ouais. Bon, moi, ça s'est sûr. moins bien passé que mon concours, le marathon. Ça peut arriver. Mais donc, je me suis dit, putain, c'est un truc dur. Je sais pas si c'est la discipline que j'ai le plus envie de faire. C'est pas la discipline que je préférais, même celle que je détestais le plus. Ok. Mais j'ai envie de faire ce truc-là avec intensité. Et je vois, j'ai mes potes qui sont en train de se chauffer. Je sais qu'avoir un peer groupe quand tu fais quelque chose, c'est important. En plus, c'est aussi des gens avec qui tu travailles, donc il y a forcément tout cet aspect Ouais. de communauté intra-entreprise et puis team building, tout ça qui est toujours. Je pouvais pas les laisser me Bienvenue. creuser, en fait. En plus, imagine, Ouais. ils se mettent tous à courir et toi, Toi, t'es une burne, le tu mec fais qui rien. court pas. Ouais, voilà. T'es le patron, mais le patron il court pas, donc bon, on va aller courir sans Je lui. pouvais pas les laisser partir. Donc c'est ça qui m'a chauffé au début, mais j'ai pas eu envie de courir un marathon directement. Toi, tu t'es dit direct, vas-y. Allez, je suis un. Ouais, bon, moi je fonctionne un peu. Ouais, mais t'es un aussi, baiser, toi. J'ai pas ça. T'es un malade. Genre, non, moi j'ai fait Oui, un, mais c'est j'ai très fait un vite venu, 10K non d'abord. Non, je savais pas que j'ai fait un 10K, non j'ai fait un semi. Mais le 10K, c'était en route vers ta prépa, vers ton marathon, non? Ou c'était vraiment. Ah non, il y a le second 10K, mais j'en ai fait 2 autres Ah, t'en avant. as fait d'autres, d'accord. Mais ok, ouais. je courais pas en fait à côté. Donc Ok. j'ai juste testé, j'ai bien aimé l'expérience course. Ouais, donc non, ça s'est fait assez progressivement et j'ai commencé à me dire que je pouvais peut-être faire le marathon après avoir couru le semi. Hmm. Je me suis dit, ok, ça s'est bien passé, j'avais fait une bonne performance. J'étais content, j'avais tenu le 4,46 que je devais tenir au marathon. Enfin, je l'avais tenu sur semi. Mon Ah but, ouais, c'était de le tenir. 4,46, mais tu l'as fait en. Ah oui, mais j'ai vu, t'as fait en moins d'1h40. J'ai fait en 1h39 le semi. Ouais, c'est ça, 1h30. Non, mais sur le papier, tout était parfait C'est avant le fort, marathon. hein, Je 1h39. devais faire mon gros temps, j'avais tout positif. Juste rien s'est passé comme prévu quoi, le jour J. Et ouais, mais alors du coup, prenons les choses dans l'ordre. La prépa marathon, comment est-ce que ça s'est passé? Moi, je l'ai fait un peu spécifiquement, c'est-à-dire j'ai commencé par une prépa de 10K, Ouais. où je voulais quand même battre, j'avais bien aimé la distance, je voulais faire un bon temps. Donc j'ai fait 8 semaines de prépa de 10K et ensuite 12 de prépa marathon. D'accord, directement derrière. Ouais. Voilà, donc Ok. j'ai pas eu les quelques sorties longues de la première partie. D'ailleurs, je pense que D'accord. ça m'a coûté. Hmm. Je les ai sentis passer dans les derniers kilomètres du marathon. Et donc j'ai fait une performance dont j'étais content au 10K. J'ai fait 42 minutes 14. Ah, c'est beau. Hein. Et donc j'étais trop content. Et 42 minutes 24, très important parce que c'était comment est-ce qu'on dit 42-24, c'est symétrique. Ouais. 42-24, t'as fait. Ouais. Et après, donc je me suis lancé dans la prépa marathon avec Jordan. Et là, la prépa marathon, c'était. En fait, tu l'as vécu comme moi. Tu découvres. C'est quand même beaucoup plus dur qu'une prépa 10K. Notamment parce que. J'ai pas fait la prépa 10K. Non, ouais. Mais si tu le dis, je te crois parce que moi, dans ma tête, courir un 10K, c'est presque. Après, ça dépend comment tu l'as vécu. J'ai fait qu'un marathon, j'ai fait qu'un seul 10K. J'ai plus souffert de mon 10K. Ouais, le 10K, ça fait très très mal. Hein. Ouais, ça fait mal. Je pense que c'est l'une des pires. Mais moi, j'ai plus souffert au marathon. Okay. Et donc, ouais, c'est parce qu'en fait, il y a les sorties longues. Juste les sorties longues. Sorties longues, c'est pas juste quelque chose que tu dois t'infliger, je trouve, pendant que tu cours, c'est que tu dois le foutre dans ton agenda. Qu'il y a à ce moment-là, je vais sortir, les équipements, tout le bordel. Donc, en fait, ça prend beaucoup plus ta vie qu'une prépa 10K. C'est-à-dire que tu dois organiser ta vie autour de tes séances de sport. Et ça, c'est très spécifique à la prépa marathon. J'avais pas eu besoin de le faire pour le semi. Ok. Tu pourrais quand tu avais le temps. Donc, moi, je l'ai ressenti vraiment comme ça. Mais j'ai beaucoup plus gros engagement. Ouais, adoré. Tu l'as vu. J'ai adoré ma prépa marathon. J'ai adoré le début. J'ai adoré la fin. Au milieu, j'ai eu un trou d'air. Ouais, bon, c'est normal. T'as perdu l'excitation. C'est exactement là où j'en suis un peu actuellement dans ma prépa. Où t'es là, t'es loin du début, loin de la fin. Exactement. Et la nouveauté n'est plus là. Tu sais plus trop pourquoi t'es en train de faire le truc. Tout le monde s'en va les couilles maintenant parce que il y a du monde au début, il y a du monde à l'arrivée. Tu l'as dit, tout le monde s'en fout. Maintenant, c'est toi tout seul dans ton trou. Ouais. Et puis c'est là qu'il faut s'accrocher aussi. Ouais, c'est vrai qu'on oublie. Enfin, ça, quand le réveil il sonne le matin, que tu dois aller courir, qu'il fait froid, qu'il pleut. Il n'y a pas les fololos sur YouTube pour il n'y a pas encore de médailles. Ouais, il n'y a rien. Tout le monde s'en fout, personne n'est au début, personne à la fin. T'es tout seul. Donc non, j'ai quand même une bonne expérience et j'en garde, même si le marathon s'est pas passé comme je voulais, j'en garde un souvenir de ouf. Et je pensais pas que j'aurais envie de le refaire, mais direct après le marathon, j'ai eu envie de m'en refaire une. Et t'étais content de ton adhérence, ta discipline, tout ça pendant la prépa? J'ai l'impression que t'as puisé dans ce que t'avais, ça t'a aussi renforcé ça? Ouais, ça m'a beaucoup. Parce qu'en fait, ce qui est marrant pendant les prépas de course, c'est que tu as toujours à peu près les mêmes choses qui reviennent. Tu as une grosse baisse de motivation, où tu dois t'accrocher même quand tu n'as pas du tout envie de le faire. Et tu y vas parce que c'est marqué dans l'agenda. Exact. Tu as un genre de blessure qui te ralentit
et que tu dois essayer de traiter en même temps, à gérer l'intensité et tout. C'est souvent le cas, je pense, malheureusement. Voilà, donc tu dois gérer ces trucs-là et après bah, tu commences un peu à t'imaginer progressivement ton temps. Donc moi j'ai intensifié, je sais pas combien d'entraînements par semaine tu avais fait pendant la Moi j'ai fait marathon. 4. Ouais, Tout le long, du début à la fin. Moi j'ai commencé à 4 et je suis passé à 5 après. Ah oui. Parce que j'avais c'est un des points très positifs de la concurrence avec Jordan qui faisait sa prépa. Ah oui, d'accord. C'est que je voyais qu'il s'entraînait fort et tout. À un moment, on a fait une séance ensemble, j'ai vu qu'il m'avait poutré sur des intervalles marathon. Là, il y a eu un peu l'ego. J'étais cuit, forcément. je me suis dit, il peut pas me cuire comme ça. Ouais. Donc j'ai passé mes courses sur Strava en privé et j'ai couru 5 fois par semaine. Combien de temps 5 fois par semaine? Pendant les 8 dernières semaines. Ok, ouais, quand même. 8 dernières semaines de la prépa. Et donc c'est des endurances fondamentales en fait que tu rajoutes quand même. Ouais, c'est pas très dur, mais ça fait une petite diff. Plus de volume. Donc 5 courses à pied par semaine. Tu avais gardé du renfort à côté ou Ouais, j'avais entre 3 et 4 salles par semaine. Ah oui, donc ça fait un sacré. Ouais. Et tu vois, c'était même pas la partie sacré engagement. Je trouve que c'était pas trouver du temps pour faire ces choses-là, c'était pas très dur. Ok. Moi, j'ai toujours la même technique. Le dimanche, je place mes séances. Et ça change. Les horaires changent tout le temps parce que du coup, j'ai moins un peu du temps qui fait que moi, j'ai souvent des dîners qui se rajoutent, des trucs avec des clients ou quoi. Donc je les place quand j'ai le temps. Je sais que le week-end c'est 4 séances, salle le matin et sortie l'après-midi. Et donc avec un peu d'organisation, c'était même pas la partie la plus dure. La partie la plus dure, c'était d'y aller quand les conditions, et franchement les conditions météorologiques quand tu cours, ça peut vraiment te mettre un coup. Ça influence le moral de fou. Hein. Quand tu dois aller faire ta sortie longue 2h30 et qu'il pleut des cordes. Et toi, tu as utilisé une prépa, tu as utilisé Campus, hein, c'est ça j'avais aussi. Campus, ouais. Trop bien la prépa. Parce que dans le fond, moi j'ai trouvé que ça jouait beaucoup sur, en fait, oui, il pleut, tout ça, mais c'est pas comme si j'ai pas de programme, j'ai rien et que c'est moi le seul maître de mon entraînement. C'est tellement plus dur d'abandonner quand en fait c'est écrit dans ton planning, parce que tu as un planning en fait, parce que tu as un programme et que tu suis. Si c'est juste je vais courir un marathon puis je pense que je vais aller courir 3 fois par semaine, tu vas très vite penser que quand il fait très très moche que la troisième elle va sauter en fait. Exactement, mais franchement, mais après bon, j'ai jamais fait du coup toutes mes prépas je les ai faites avec Campus et trop bien, semi c'est bien passé, 10K c'est bien passé et marathon ça aurait dû bien se passer. J'avais tous les chiffres, tout a été suivi nickel. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment cette expérience marathon. Je trouve, c'est pas juste la course, c'est la prépa. Tu te souviens autant de la prépa que de la course. Et donc c'est vraiment important de se dire, elle commence là mon expérience marathon. Et faut que je me rappelle de ces moments-là. Je me rappelle quand on allait courir avec Jordan qu'il pleuvait, ça c'est des moments. Et en plus t'étais avec quelqu'un, donc forcément la connexion émocionnelle est encore plus forte. Si vous pouvez la vivre à plusieurs, cette prépa marathon, il faut avoir des potes un peu chauds. Moi j'avais fait avec mon associé justement aussi, on l'a couru ensemble et on l'a terminé. Ça c'est beau. Bon, je lui ai mis 20 minutes, hein, Nico, je t'ai mis 20 minutes, mais je t'ai attendu à la fin. voilà. Et puis il y a justement en plus il y a alors, entre toi et ton pote et moi et mon associé, tu vois, deux mecs, on est un peu en mode égo, forcément, on est content. Alors nous on n'était pas trop en compétition, mais c'est vrai que c'est magnifique de partager ça avec quelqu'un. Et là, quand même, 5 séances de course plus 3, machin. Théo, quelqu'un d'occupé, CEO d'une boîte avec 60 personnes, etc. Est-ce que ça a pénalisé ta vie professionnelle ou ton activité professionnelle? Est-ce que tu as dû faire des compromis là-dedans ou est-ce que tu as réussi à intégrer tout ça et du début à la fin, tu t'es dit j'ai quand même maximisé mon business parce que, je suppose, tu me diras si c'est différent, mais que ton business, c'était quand même priorité numéro 1 dans ta vie. Il ne faut pas que ça s'écroule, quoi. C'est toujours, et ça le sera toujours pour l'instant. Mais en fait, franchement, quand tu prends le nombre de séances, donc c'est quoi? C'est 5 running, 3 ou 4 salles, je vais dire 3. Le week-end, j'en fais 4. Donc il m'en reste 4 à placer dans la semaine. Ah oui, le week-end, tu vas courir 2 fois plus 2 muscles. Ah oui. Donc en fait, c'est pour ça que sur le papier, c'est impressionnant, mais 4, j'ai 5 jours dans la semaine, c'est un jour de repos. Je peux me prendre un jour de repos. J'avais toujours un jour de repos, c'est le lundi. Le soir, ma journée elle est terminée. Je tape une salle, ou alors je la fais le matin, et j'ai continué à voir mes potes. J'ai pas l'impression d'avoir fait de compromis. J'ai pas de meuf. Donc potentiellement que ça aurait été différent. J'avais pas d'engagement sur ce point-là. Mais honnêtement, ça n'a pas été un sacrifice. J'ai pas dû faire un sacrifice sur ma boîte. J'ai travaillé les mêmes horaires que d'habitude. Et l'impact sur tes niveaux d'énergie et ton sommeil, ça n'a pas... Ouais, j'ai un peu souffert sur le sommeil, quand même. Alors, j'ai pas forcément fait un lien direct avec le fait de courir beaucoup. Toi, t'avais senti un... Non, mais moi, c'est à l'Ironman, oui, mais le marathon, non. Ok. Et il y a quoi, d'ailleurs? Enfin, là, le fait de s'entraîner beaucoup qui te là, ouais, c'est qu'il y a beaucoup d'heures, en fait. C'est parce que tu dois te réveiller, c'est pas le fait de t'entraîner beaucoup qui nique la qualité de non, c'est parce que je dois dormir plus pour bien récupérer. Et en fait, je fais tellement de sport, entre guillemets, que je suis plus fatigué quand il est l'heure de travailler. Vu que je commence souvent par m'entraîner et que j'en ai un deuxième le soir,
le travail entre deux, je suis plus fatigué. Et je sens que je suis moins productif. Tu vois, je te l'ai dit juste avant en off, sauf erreur, mais je pense, si ma priorité numéro 1 dans ma vie, c'était le business, préparer Ironman, c'est pas une bonne idée, quoi, clairement. Ouais, c'est la Champions League, après c'est autre chose. Ouais. Moi, à prépa marathon, normalement, tu peux t'en sortir. Toi, t'as pas remarqué? J'ai pas, même plutôt l'inverse en fait, d'ailleurs. Ouais, ça t'a plus boosté. Ouais. Mais moi, c'est un truc que j'ai complètement remarqué aussi, parce qu'en plus, je faisais avec mon associé Nico. Donc, on faisait les deux, on comparait, on parlait d'endurance fondamentale entre deux calls business, tu vois, et on était trop hypés en fait. Ouais. Parce que t'avais cet objectif que je n'avais pas sportivement depuis très longtemps, qui est venu positivement créer une aspiration positive dans le reste de ma vie, ne serait-ce que par le fait que j'étais motivé en fait d'aller courir et content. Ouais, t'as une énergie. En fait, c'est comme quand t'as un objectif clair et que tu vois que tu te rapproches du truc, ça te surbooste et ça déteint surtout le reste. Moi, j'ai passé 3 mois de taf de ouf. Trop bien. Non. Et t'as remarqué quelque part un intérêt ou un direct ou direct sur ton business de tout ça? Non. Non, c'est toujours par rapport à la globalité de la chose qu'on a vue. Ouais, sur moi, quand même, je me suis senti bien, en fait. Franchement, je me sens bien quand je m'entraînais. Et c'est pour ça que j'ai pas envie d'arrêter. Il faut vite que je me retrouve un autre truc, une autre intensité. Apparemment, c'est un peu le truc. C'est qu'une fois que tu as goûté à ça, tu es là. Ouais. Bon, est-ce que tu te verrais continuer là, du coup, à courir non, est-ce que si tu n'avais pas d'objectif, tu penses que tu continuerais à courir? Je trouve que ça peut être un challenge à part entière. C'est-à-dire commencer à courir pour courir sans. Ouais. Je pense que tu développes des nouvelles choses. Le fait de foutre ça dans tes routines, d'apprendre à l'apprécier. Encore même chose, hein, c'est une boîte pour la revendre. C'est le parallèle. Exactement. C'est le même. C'est un peu le même parallèle justement. C'est le même parallèle. Donc je pense que tu développes juste des trucs différents. Donc non, mais j'ai prévu. Je sais pas ce que ça va être parce que j'hésite entre 2 trucs pour le prochain challenge. Soit je retape un marathon, soit un autre truc, mais c'est secret. Faut vraiment pas que j'en parle avant pour pas me. Ok, faut pas que j'en parle avant. J'allais te demander si t'allais teaser. Donc on verra. Mais pour l'instant, mon trimestre, c'est le but, c'est de me recentrer bien sur ma boîte, bien bosser. Ouais. Et faire du sport kiff, quoi. Reprendre un peu le sport kiff. Mais donc non, en fait, je pense que alors il y a une corrélation très grande entre ce trimestre que je viens de passer qui était très bien, j'ai bien travaillé, et le fait de m'entraîner beaucoup. Je sais pas exactement où se sont fait les connexions là-dessus, mais je pense que c'est surtout sur la clarté d'esprit. J'ai pas retrouvé ça beaucoup. Le cours, tu mettais musique podcast ou des fois aussi Alors en première partie de la prépa, après en nature. J'ai couru le marathon sans écouteurs. Mais j'ai pas retrouvé ça beaucoup, le fait de t'as un mood où par exemple t'as eu des mauvaises nouvelles et tout, t'es dans la sauce, tu vas faire un fractionné, c'est comme si t'avais changé de jour. Tu penses plus à rien. Et il y a pas beaucoup de choses en fait. Il y a un reset là. Qui font ça reset, tu peux appuyer sur un bouton, il faut juste aller te faire mal un peu. Et ça j'ai pas retrouvé beaucoup, donc je pense que je vais m'en servir, c'est un bon outil dans la besace. Tu le trouvais pas parce que toi tu fais de la muscu sinon? Mais moi ça traditionnel. Ça te fait ça toi la muscu? Parfois ouais. Ou en tout cas c'était le seul ou c'était le meilleur exutoire que j'avais avant, quand il y avait ce genre de trop plein d'énergie ou frustration peut-être liée à mon travail. Mais je suis d'accord que c'est pas comparable avec aujourd'hui où en fait j'ai le cardio et la muscu. Alors là c'est un reset et demi par jour. Ouais. Forcé. Moi ça me fait pas du tout ça. La salle, ça justement c'est là où j'ai plein d'idées. Ok. Alors ça fait une bonne pause, mais non, ça marche pas. Les sparring de boxe, ça m'a fait ça par exemple. Les entraînements de boxe, ça je connais pas, mais ça fait la même chose. C'est les 2 seules choses que j'ai qui me font. Parce que t'es vraiment dans l'instant présent, plus tu sors de ta tête. Tu peux pas penser à autre chose, mais non. C'est d'ailleurs, je trouve, la vraie leçon de ces sports, du sport intense, c'est qu'il y a une partie du mental que tu ne peux travailler que quand t'as effrité le physique. Et une zone auquel t'accèdes, et pareil, quand t'es en train de te faire taper dessus. Tu peux penser à ta journée non, t'es en mode survie. Ça active le mode survie. Quand t'es en fractionné et que t'arrives plus à respirer, tu peux pas penser à autre chose. Et c'est d'ailleurs pour ça que je retirais la musique, c'est parce que j'avais vraiment ce sentiment indescriptible que ça me déconcentrait. Tu vois. La musique me déconcentre. Et parfois, je suis revenu au milieu d'une sortie longue, poser mon casque, parce que ça m'était arrivé, parce que ça me prenait de l'énergie. Et je crois que d'ailleurs, il me semble que c'est physique. Il y a quand même un truc dans le fait que faire travailler ton cerveau, ça prend de l'énergie. Et quand tu écoutes un podcast ou un truc, tu dois te concentrer sur des choses. Ton cerveau est un des plus gros consommateurs de glucose dans ton corps, donc c'est peut-être pas pour rien. D'oxygène aussi, je crois que c'est. Je sais pas de conneries, mais je crois que c'est 20% de l'oxygène qui est utilisé pour ton cerveau. Donc ouais. Il y a un truc, une anecdote, j'ai jamais raconté ça, je sais pas si peut-être tu t'apparentes. Je pense que d'autres personnes s'apparentent, mais c'est vrai que j'en ai jamais parlé avec d'autres coureurs. C'est que moi, quand je suis dans un fractionné et que je suis au bout de ma vie en course à pied, ou même que je suis en train de faire une course, mais ça c'est plus rare, j'en veux des fois à la planète en fait.
Un exemple, et c'est pas des super... En mode, et là je vais trouver un truc qui est tout public, je suis en train de courir dans mon fractionné, s'il y a quelqu'un devant moi sur le chemin qui me bloque la route, ou il y a un enfant qui court, et que je dois, en plus, je suis en train de crever tout seul dans ma tête dans mon fractionné, et on me met une embûche en plus, la planète me met une embûche en plus, j'ai envie de casser le truc, quoi. Je me dis... Je deviens vénère, en fait. Je suis vénère si quelqu'un me gêne dans mon fractionné, je deviens méchant dans ma tête, en fait. C'est vraiment une pensée fugace, comme ça, je me dis, je suis tellement en train d'en chier, parle-moi pas, quoi. Bah, c'est une énergie un peu dangereuse, hein, parce que c'est comme... alors, c'est parallèle... je trouve que ça fait le même effet que quand les gens boivent de l'alcool. Tu sais. En fait, c'est comme un oignon et tu retires les couches. L'alcool, ça retire toutes les couches. Le fractionné, ça retire toutes les couches. Et en dessous, tu as des trucs purs et des trucs pas trop purs. Et on a tous ces trucs-là. Ah oui, bah, c'est le principe. J'ai un pote qui me racontait la même chose, que pendant son marathon, il a pris le mur au 35e. Ouais. Et après, les gens, ils l'encourageaient. Bon, lui, il avait la baffe qui coulait. Il insultait tout le monde sur le côté. Me parle pas. Je comprends Je peux comprendre. Et c'est pas un mec méchant, c'est un mec trop gentil. Non, bien sûr. Mais c'est vrai que moi, ça me faisait ça, et c'est dans les fractionnés, dans les moments où je souffre le plus, laissez-moi tranquille, ouais. Vraiment, laissez-moi souffrir dans mon petit corps, comme ça, et là, il faut pas me parler, quoi. J'ai remarqué ça aussi, là où je l'avais pas remarqué dans le travail, je suis jamais à fond dans mon travail, au point dans une souffrance, en fait, physique, que je n'ai pas trouvé dans la muscu, ou dans le travail, ou dans d'autres choses, où là, le dépassement le fait d'endurer, en fait, concrètement, physiquement. Ouais. Endurer, c'est vraiment le... Je pensais trouver ça dans le marathon. Je l'ai moins trouvé dans le marathon que dans certaines courses de vitesse. Enfin, endurer mentalement, j'entends. Ou mentalement, il faut se convaincre de continuer. Mais en parlant du marathon, bon, la prépa s'est bien passée. Tu nous as teasé le truc au début. Tu reviens, là, il y a 24 heures, tu finissais tout juste, plus ou moins. 13e kilomètre, tu prends un mur. En gros, tu pars, Le plan était simple. Il était très simple. Je m'étais entraîné, j'avais testé, j'avais regardé les BPM et tout, je devais faire 4,46 au kilomètre. Ouais. Ça passait, tous les signes étaient ouverts. Pour faire 3h20 C'était 3h21. 3h21 okay. Ouais. Et ça devait passer. Okay. Et donc, je me suis dit, je vais prendre large, je vais partir en 4,48 et je vais faire un négatif split. Comment il s'est passé ton négatif split? J'ai fait le pire positif split de la Terre. Ah ouais, j'ai explosé. Ouais. Donc je pars tranquille. J'étais bien préparé en plus, je savais qu'il ne faut pas partir trop vite sur le faux plat des champs et tout. Je suis en 4,48, 4,49, tranquille. Tu vas bien, pépère. Jusqu'au 5e, tu passes la Concorde, tranquille. Et là, au 6e, je sens que... Tu me sens pas bien. Je sais pas si ça t'a déjà fait ça, si t'as pas mal aux jambes, t'as pas mal à la respiration, mais t'as mal au corps en fait. Tu sais qu'il y a un truc qui va pas. Je sais pas si c'est dans le bide, dans les bras. T'es mal, juste t'es mal. Je sens qu'il y a un truc qui va pas. Mais... J'avais bien regardé la vidéo d'Eric Flag, toujours des pensées positives. Oui, et c'est pour ça que c'est très dur de savoir quand tu souffres dans ta vidéo, parce que tu souris tout le temps en fait. Ouais. Mais ça marche, hein. Enfin, moi, je le dis sincèrement, même dans ma prépa Ironman, des fois, les fractionnés vélo, j'en chie comme jamais. À la fin, dire à voix haute, c'est facile, et me forcer à sourire, franchement, tu relativises un peu. Et vraiment, et je pense que d'ailleurs, j'ai des minutes que j'aurais pu prendre en plus si je m'étais dit, putain, je suis dans le dur, je suis dans la sauce. Et donc j'ai un peu donc je me dis non, ça va aller, ça va passer. 9, 10e, 12e, 13e, j'ai plus de jus, j'ai plus rien. Ouais. J'ai plus rien. Et ce qui est horrible, c'est cette sensation, ce qui te creuse le mental, c'est que je voyais 4,48 qui passait 4,50, 4,52, 4,54, 4,59. Et ça a fait ça toute ma course jusqu'à courir les derniers 5 km en 5,50 ou un truc comme ça. Et c'était une explosion progressive pendant toute la course. Et là, au 13e, je me dis, ok, bon, je vais faire l'objectif. Sous les 3h30, ça va pas être possible. Donc au 13e, tu te dis déjà que... C'est cuit. Et ce que je savais pas, c'est qu'en même temps, Jordan avait aussi explosé. Ah oui, c'est vrai. Il a explosé au 15e. Ensemble. 15e, lui. Donc là, je passe en mode survie, je me dis, faut que je termine. Et j'arrive au 20e, j'arrive dans Vincennes et tout. Je suis tellement dans le mal, je me dis, là, on est à la moitié, je vois le drapeau semi, je me fais, mais je vais jamais arriver jusqu'au bout. J'ai plus de jus. Et là, je commence à avoir mal aux jambes. J'avais pas mal aux jambes encore. Je commence à avoir mal aux jambes. Et j'avais du mal à me représenter ce que c'était la douleur des crampes. Tu sais, quand les gens disent qu'ils ont des crampes. J'ai jamais ressenti ça, effectivement. En fait, les crampes, c'est quand on... C'est un muscle pas entraîné. C'est-à-dire qu'il n'est pas assez entraîné et tu le fais travailler alors qu'il a plus de jus. Et donc, c'est comme si quelqu'un te plantait des couteaux. Et en fait, le couteau, il se plante chaque kilomètre d'un centimètre de plus. Tu as de plus en plus mal et tu te traînes en fait à avoir des bouts de bois. Et tu utilises ton énergie, mais les jambes, elles avancent plus. Et c'est une sensation hyper bizarre. Donc j'ai eu des crampes à partir les crampes sont arrivées fort au 30e.
Ok. Et donc j'ai passé un calvaire mental où j'étais vraiment dans le but de terminer. J'ai cru que j'allais pas terminer plein de fois. J'ai des potes qui sont venus me pacer au 27e en voyant que j'étais dans la sauce. Donc vraiment, tu t'es dit, je vais pas y arriver. Là, je me suis dit, je me suis entraîné 4 mois. Je sais pas ce qui se passe. Je savais qu'il y a un truc qui allait pas. Je sais pas ce que c'était. Et tu te sentais comment dans ce moment-là vis-à-vis de toi, Je me disais, j'étais tellement de ta déçu. fierté peut-être quelque part Déjà, j'ai mis un peu de temps à faire une croix sur l'objectif. C'est dur. Ouais. Tu t'entraînais comme un porc et j'y allais pour faire ces trucs-là. J'ai mis un peu de temps. Au lieu, peut-être que d'ailleurs j'aurais dû en fait lâcher directement et j'aurais fait un meilleur chrono parce que le mur en fait je fais 3h42 à la fin. Je pense que si tu temporises ton mur et que tu arrives à tenir une allure plus stable, j'aurais peut-être pu finir en 3h35 ou 3h36, un truc comme ça. Mais juste en fait je me suis fait trop mal. Donc je me dis vraiment je vais pas terminer. Et là je me dis en mode ok, quel est le pire scénario, faire un temps de merde ou pas terminer. Et c'était dur hein, de passer là-dessus. Je me dis il y a aucun scénario où je termine pas, c'est pas possible. Et donc là, mais sauf que j'avais pas le physique pour terminer. Vraiment, je l'avais pas. Donc j'ai mes potes qui m'ont apporté de l'eau et tout. D'ailleurs, c'est peut-être une des raisons pour laquelle ça a un peu coincé au début, c'est que j'ai vu ce que j'ai bu sur la seconde partie j'allais dire trimestre. Putain, je vais vraiment les objectifs du marathon. J'ai bu genre 6 ou 7 gourdes de 500 ml. Ok. Ah oui. Sur la première partie, j'ai bu 500 ml parce que j'avais mon camelback. Ah, c'est vrai. Okay. Donc je pense que ça pas donc toi, tu étais en auto-ravitaillement complet. Ouais, sur la première partie, je me dis, je vais faire passer les gels. J'ai pris les gels, ça marchait pas. Avant, j'avais toujours la technique, tu prends un gel, tu vois un peu l'impact quand même du gel. Ouais. Là, ça marchait pas. Donc je savais qu'il y a un truc qui allait pas. Je sais pas si j'ai pas bien bouffé. J'ai pas encore fait totalement le débrief parce que c'est trop frais. Mais donc j'arrive quand même à la fin et 3h42, je termine sur les rotules, quoi. Alors terrible. Qu'est-ce qui se passe quand même quand tu termines et que tu passes la ligne d'arrivée? Et bah tu l'as quand même la satisfaction. Ouais. Tu l'as quand même parce que j'avais le temps de relativiser et de me dire là je veux pas terminer, si je termine c'est un exploit. Ça redéfinit, t'as replacé la barre. Réorientation de remise de l'objectif, si je termine c'est un exploit. Donc je termine, j'étais trop content. Et quand tu t'arrêtes, les crampes c'est très marrant aussi, quand tu t'arrêtes c'est là où les crampes, le couteau il s'enfonce. Ah ouais, et donc je tombe et j'étais allongé et je pouvais pas bouger pendant 10 minutes. Et je me rappelle très bien d'essayer d'avoir fait ce geste, je suis encore mal, tu vois, là, de replier mes jambes pour pouvoir me relever. Et j'ai mis genre 30 secondes à le faire parce que le couteau qui bloque. Ça te tétanisait. Mais j'étais trop content. Et puis là, après, tu réalises que t'as quand même fait un truc dur. T'as pas eu ton objectif, mais j'ai eu un truc que je m'attendais pas à avoir. J'y venais pas pour vivre une épreuve mentale, j'y venais pour faire ma perf. Là, j'ai vécu une épreuve j'ai pris une leçon d'humilité, déjà. De dire, en fait, terminer un marathon, c'est louable aussi quand même, pas parce que... En fait, si tu le cours doucement, tu le termines un marathon, mais terminer un marathon quand t'es dans le mur très très tôt, 42 km, ça peut se vivre de tellement de façons différentes. Et je trouve qu'il y a un truc aussi, c'est que même si t'es prêt physiquement pour faire une perf à ton premier marathon, un marathon, ça s'expérimente. Il y a un truc mental, un peu genre de folklore que j'ai découvert le jour de la course, auquel je m'attendais pas. Il faut le vivre mentalement, ce que ça veut dire courir 42 km. Et je n'étais pas prêt pour ça. J'étais pas prêt et ça demandait... Mon corps était pas prêt, mon mental était pas prêt. Et le mental était prêt à me faire terminer, évidemment, parce que comme j'ai fini. Il a pris le relais quand même. Il a pris le relais. Heureusement que je l'avais bien entraîné. Et ouais, à la fin, quand même, satisfaction. Et là, les nerfs qui redescendent. Et c'est là où je n'ai pas pleuré depuis je sais pas combien de temps. Ouais. Et je pleurais toutes les larmes de mon corps depuis 24 heures, même encore ce matin et tout. Genre. Ouais. Et le moment qui m'a plus fait pleurer, c'est quand j'ai retrouvé Jordan au resto après, parce qu'on s'est tous retrouvés. Ouais. Et je savais que lui, il a fait 3h59. Donc il a rempli le mur de chez le mur. Ah ouais, d'accord. Ah, il a dû s'accrocher aussi, je pense. Parce que vous visiez le même temps, plus ou moins. On visait le même temps. Il était plus fort que moi. Hein. Il était plus fort que moi. Donc on a pris le même mur d'ailleurs. Ah, vous avez bien Tristan, ton coach, a fait essayer de faire un peu le débrief. Il essaie de trouver les intersections de ce qu'on a fait pour savoir pourquoi ça s'est merdé. Parce que même lui, il comprend pas en fait en regardant. Ouais. Mais bon, c'est la dure loi du marathon. La forme du jour J peut éteindre ton truc facilement. Donc je termine et quand je le vois arriver. Tout pleure parce que je sais qu'il a vécu l'enfer comme moi et qu'on n'est que deux aujourd'hui à savoir ce qu'on a vécu. Vous avez vécu des trucs très similaires pour le coup. Et là, tu captes des trucs sur la camaraderie aussi qui m'avaient été un peu soufflé par le fait. J'ai fait un stage militaire à HEC. J'avais capté que ce qui rend les militaires si proches, c'est qu'ils partagent des trucs très durs ensemble. Là, on n'était pas ensemble pendant la course. On a vécu un truc très dur ensemble et toute ma vie, je me rappellerai de ce moment passé avec Jordan. Tu vois. En plus, il y a eu la prépa et la course avec lui, côte à côte. Et il y avait que quand j'ai passé la ligne. Déjà, je venais pour le battre quand même un peu aussi. Ouais, bah oui. Déjà, je m'en battais les couilles. Ouais. Je m'en battais les couilles. Je voulais pas savoir combien il avait fait, etc. Je voulais juste le retrouver et célébrer avec lui. Donc, ça m'a un peu rassuré aussi sur J'avais peur d'être un mauvais perdant, d'être un peu un mauvais compétiteur. Ça m'a rassuré. Et j'étais, quand je l'ai retrouvé, tout le monde a pleuré. C'était terrible. Un bon moment, quoi. Ouais, donc j'en garde un super, super souvenir, un peu traumatique. Ce qui est bien, je suis en train de le digérer.
J'ai pas dit mon dernier mot. Donc, est-ce que tu dirais que tu as raté ta course? J'ai raté la perf. Mais avec la forme du jour, j'ai réussi plus que ce à quoi je pouvais m'attendre. Parce que tu sais pas, parce que en fait, c'est comme avec un client, tu sais, où est-ce que tu fixes les attentes? Je dis beaucoup, la satisfaction d'un client, ça dépend juste de où est-ce que tu as fixé les attentes. Tu peux délivrer un 9 sur 10 deux fois à un client. Une fois, tu l'as promis un 10, une fois, tu l'as promis un 8. Tu as un super content, un très mécontent. Ouais. C'est la même chose, c'est un 9 tous les deux. Donc là, c'est la même chose. J'arrivais avec mes attentes de la prépa et j'ai découvert quelles attentes le matin même j'aurais dû avoir avec la forme du jour qui est en running. Ça arrive à tout le monde. Parfois, tu as un jour de merde. Hein. Il n'y a rien qui va. Bon, il se trouve que c'était le jour du marathon, pas de chat. Les chances pour que ce soit nous deux avec Jordan en même temps sont faibles. Donc on pense qu'il y a peut-être une merde. Et je me suis dit, l'attente le matin, c'était ne pas le terminer, partir aux urgences. Et à un moment, je me suis dit, je vais partir avec le SAMU, en fait. Je voulais m'arrêter, je vais rentrer, et c'est mort. Et d'ailleurs, j'en ai parlé un peu au début, mais l'autre pote, le troisième pote, là, lui, il a failli vraiment partir avec le SAMU, parce qu'il s'est fait ranimer 2 fois, quoi, les jambes. 2 fois, quand même. Hein, il s'accrochait dur. Hein. Je mettrai les vidéos dans ma vidéo YouTube. Et c'est incroyable, parce qu'il se filme. Et je veux terminer, tu vois. T'es sûr? Donc j'ai vécu une expérience dingo et je le refais 1000 fois pareil. Ouais, donc t'es pas déçu. Bon, t'as franchi la ligne. Je suppose que t'avais pas franchi la ligne, ça aurait peut-être été différent quand même. Là, j'aurais été vraiment déçu. Ouais. Donc là, t'as quand même l'impression que prépa réussi, course réussie, expérience réussie, géniale. Perf pas réussi, mais j'ai pris ce que je devais apprendre du marathon. J'ai pris plus que si j'avais passé la ligne et juste fait ma perf, j'aurais eu une joie de ouf. Mais j'aurais pas pris tous les learnings que j'ai pris aujourd'hui sur ce que je suis capable de faire. Je savais pas que j'étais capable de résister comme ça. Et c'est très dur à comprendre pour les gens qui n'ont pas vécu ce que c'est de prendre un mur. Oui, puis des fois on peut se dire bon, il a raté, mais il va quand même nous faire un storytelling derrière comme quoi bah j'ai raté, mais il va valoriser l'expérience. Il va nous faire une belle doumbé sur les chartes, mais en fait t'as capté, j'allais le mettre KO, troisième round. Là on va tourner autour, on va bien vendre le truc quoi. Non, là faut pas se mentir sur l'échec sportif. Mais vraiment j'ai pris une leçon. Et je pense pas que j'aurais pris la même leçon si j'avais réussi. Là, faut être humble. Tu vois. Il peut tout se passer le jour d'un marathon. Et c'est pour ça que c'est si beau comme truc. C'est pour ça que tu payes si cher. Tu vois. Les gens qui comprennent pas pourquoi tu payes 160 balles un marathon. C'est parce que tu viens chercher un souvenir sur ton lit de mort. Peu importe ce qui s'est passé. Je me souviendrai toujours de ce premier marathon comme ça. Voilà. Et t'en tires quelques leçons encore à chaud de tout ça? C'est dur. C'est dur d'en tirer les leçons maintenant parce que... Ouais. Je pense que en termes de leçons pratiques, j'en tire plus de la prépa forcément. Que du marathon. Ouais, non, je tire des leçons sur moi-même. J'ai découvert des trucs, je me suis prouvé à moi-même des trucs que je savais pas que je savais faire. De tenir. Et si j'avais peut-être pas été dans le dur autant mentalement, peut-être que j'aurais pas su que je pouvais courir 27 km je sais plus, 42 moins 13 dans le mur. Ouais. C'est cette histoire de course un peu difficile où il peut se passer un truc. C'est vrai que moi, j'ai pas vécu ça. Et c'est aussi quelque chose auquel faire attention, je pense, comme tu l'as dit, dans tes attentes, c'est qu'il peut se passer une dinguerie le jour J. Ça peut être ta faute, ça peut ne pas être ta faute. Je pense à mon pauvre, mon pauvre, enfin, c'est pas une bonne façon de le dire, mais mon associé a refait la course hier. Il a dû s'arrêter au milieu. Parce qu'il y a eu un problème, son cœur, en fait, il a commencé à courir le marathon. Pareil, prépa, tout se passe bien. Il commence à 180 BPM et il comprend pas, il a la tête qui tourne et puis c'est terminé. Et là, c'est dur. Il m'a appelé juste après. C'est vrai que c'est un coup à accuser. Alors, bien sûr, il faut bien réaliser, c'est un marathon, tu joues pas ta vie. On va en faire un autre. Il s'est aussi chauffé. On va en refaire un d'ici courant de l'année. Ça a été difficile pour un autre membre de mon équipe qui a couru hier, qui visait aussi le 3h30, et puis le mur, le bordel, c'est les jambes qui sont cassées, et tu termines en 3h39, je crois qu'il a fait, donc c'est très bien, mais c'est vrai que tu as toute cette aventure, et même quand tu franchis pas la ligne, je suppose, parce que moi, franchement, je m'attends à une dinguerie, tu vois, j'ai envie de dire, et je n'ai pas pris de dinguerie, le Ironman, je vais crever 14 fois, je vais me péter la gueule à vélo, il peut se passer un truc. Et c'est quand même là-dedans, je pense, que tu tires une partie d'apprentissage qui sont quand même assez incroyables. C'est comme dans l'entrepreneuriat, comme on le disait au début, tu te pètes la gueule, ça foire, tu réessayes, tu itères. C'est bien pour ça que tu vas devoir construire avec tes matériaux toi-même. Et puis, c'est tellement banalisé dans une vidéo. Je suis sûr qu'en plus, quand les gens vont voir ta vidéo Ironman, si jamais
Jamais j'en je sors souhaite une, que ça se passe bien. On sait jamais. Ils vont se dire, oh, bon, bah, ok, ils sont entraînés, il a fait le truc, trop cool. Mais c'est ça qui est dur dans la création, c'est d'essayer retranscrire d'inscrire ce que c'est. une fraction de... Parce que tu peux pas le vendre, ça. Ouais. Si tu pouvais vendre la sensation, et la sensation sincère et légitime de franchir, par exemple, une ligne d'arrivée comme celle-ci, il serait milliardaire. Ouais. C'est... Et ouais, non mais complètement, parce que c'est ça, en fait, c'est tout le dilemme du créateur de contenu aussi, c'est que tu vois, t'as vécu ce truc et tu dois retranscrire, tu dois le mettre dans une vidéo, faire comprendre aux gens. Et je l'ai maté 20 fois ta vidéo, j'avais toujours pas compris. Ah oui, bah, c'est normal. Tu peux pas. J'avais pas capté, j'avais pas capté ce que c'était, et je pense que n'importe quelle personne qui a... Alors, il y a les gens qui ont couru un marathon déjà, qui comprennent, et les gens qui ont pris un mur. Parce que, alors, les gens qui ont pris un mur au 13e, je pense qu'on n'est pas beaucoup, et il y en a peu, c'est mur au 30e plutôt. Mais quand tu as été dedans, tu sais, enfin, tu vois, maintenant j'ai beaucoup de respect pour les sportifs, beaucoup plus maintenant, en fait, quand tu sais à quel point le corps peut être dans des états de souffrance de mort et s'en sortir. Mais oui, en effet, s'ils vendaient ce sentiment-là, mais d'ailleurs, c'est ce qu'ils vendent avec le dossard. Hein. Oui. C'est pour ça que le dossard est plus cher aussi. Ouais. Alors qu'on te vend l'organisation. Oui, alors tu peux les courir chez toi, les 42 km. Oui, bien sûr, exactement. Tu peux les courir gratuitement. C'est pas la même. C'est pas la même expérience. Ouais, c'est magnifique. Donc tout ça pour dire, je pense que si c'était pas clair, perso, je recommande à fond de faire du sport, tester la course à pied. Faire des trucs durs. Faire des trucs durs. Je suppose que tu recommandes l'expérience. Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu as prévu pour la suite niveau sportif? Est-ce que tu veux repartir dans l'endurance? Est-ce que tu as envie de... J'avais un plan clair. Est-ce que tu es piqué, t'es piqué par ça et que tu te dis, bon, bah voilà, Théo Lyon va devenir un mec qui prépare une compétition ou qui court ou qui... Alors, je ferai pas d'Ironman, je pense. Non, bah, écoute, je te laisse tester d'abord, tu me diras ça ce que t'en marche, penses. je te ferai mon retour. mais j'avais un plan très clair avant le marathon, parce que je me dis, ok, bon, je fais ma perf, ensuite je fais quoi? J'ai un peu une idée d'où je voulais aller, mais bon, je vais pas trop en parler là, parce que ce que je disais, j'ai pas envie de me porter l'œil, et c'est plus compliqué à organiser qu'un... Tu peux teaser si c'est un truc d'endurance quand même, ou c'est un sport que j'ai sportif déjà fait à plus grande échelle. Mais là, tu vois, j'ai un mini sentiment d'inachevé, je vaux pas 3h42 sur un marathon. Et j'ai pas envie que ça reste toute ma vie. T'as fait combien de marathons? 3h40. Tu vois, ça me fait un peu chier, un peu d'ego quand même dans l'affaire. Donc peut-être qu'il faudra que par rapport à tes attentes, du coup, j'imagine. Hein. Oui. 3h42, c'est magnifique pour tellement de gens je suis qui content de s'attendaient peut-être à l'expérience, faire 4 mais heures. pas du chrono. Donc il va falloir que j'aille cocher cette case et découvrir une nouvelle expérience qui est de passer la ligne en ayant fait ton chrono. Et ça, je pense que ça doit être autre chose. De satisfaction. Donc j'ai envie quand même peut-être d'expérimenter ça, mais c'est d'il y a 24 heures, parce qu'il y a encore 24 heures, je pense que j'avais pas terminé mon marathon, donc j'avais pas ça comme projet. Mais en tout cas, je pense que le truc auquel ça m'a rendu addict, c'est faire des trucs durs. Faire des trucs durs pendant longtemps et essayer de les avoir sanctionnés à un moment par un jour. Tu prends toute l'énergie que tu as travaillée et en un jour, tu retires, tu vois, t'as la machine et tu retires, t'échanges ton argent contre un putain d'expérience. Et c'est ça que l'entrepreneuriat donne assez mal, je trouve, aussi. C'est plutôt un effort soutenu sur le long terme qui, s'il n'y a pas d'exit à la fin, te donne pas un jour, sur une courte période de temps, tu récupères ce que tu mérites. Et qui est un peu frustrant. Donc c'est pour ça que le sport complète très bien ce truc-là. Et donc j'ai envie de faire des trucs durs, et ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être vraiment plein de trucs. Mais en tout cas, je suis addict à ce truc-là, j'espère jamais arrêter de le faire. Et pour revenir sur pourquoi tu as commencé, c'était pour faire un truc dur, ou c'est quelque chose que tu as découvert en cours de route? Ah, en fait, c'est dur, ou c'est plus dur que je pensais, et en plus, j'en tire quelque chose. Ouais, moi, j'avais pas capté la difficulté du début. Je pense, pareil, quand on se lance, c'était un peu marathon, il y a un peu un mythe autour du truc, donc tu dis, je serais content de l'avoir coché, mais j'ai pas capté ce que ça impliquait. Non, je pense qu'il y a quand même ce que je trouve sublime dans ces quêtes-là, c'est la souffrance auto-infligée. Par opposition à la souffrance qu'on t'inflige. C'est quand un patron te parle mal et tout, etc., tu tires pas beaucoup de leçons. Parce que quand tu vas courir, les gens, tu as l'occasion souvent de parler à plein de gens qui courent pas, qui s'imposent pas ces trucs-là, ils te disent, mais pourquoi tu fais ça? Et en fait, il n'y a pas de raison vraiment apparente. Pourquoi tu te fais mal? Pourquoi tu te fais mal, Eric? Et je te dis, c'est pour aller choper la leçon derrière le mal. Et donc, en fait, maintenant, je vois le monde en mode, mais tu vois, toutes ces façons de se faire mal, il y a plein de choses, toutes ces façons de... Pareil, il y en a derrière la souffrance, il y en a derrière la peur. Et il y a plein de choses qui sont cachées derrière, et il faut que tu retires le truc et tu dis, oh putain, il y a ça. Et en fait, j'ai envie de parsemer ma vie de plein de petits trucs comme ça. Et ça sera du running, ça peut être autre chose. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression d'avoir découvert le marathon, ma hook. Ta hook un peu. Sur ce truc-là, ouais.
Là, il y a encore des trucs à creuser pour en apprendre plus sur toi et sur où tu peux aller et engranger un peu de difficulté pour voir ce que ça va donner sur tout le reste. Trop bien. Bah, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience. Je me réjouis de voir ce que tu vas faire par la suite. Ça va les jambes là? Tu sens le contre-coup quand même? C'est de danser dans le dur. Hein. Ouais, c'est dans le dur. Il y a des escaliers là-bas. On va s'y remettre. Je vais aller aux toilettes, ça a pris du temps. Avoir une petite semaine 3 kilos là quand même, j'imagine. Je vais me reposer. Bah, merci beaucoup Théo. On aurait pu parler de plein d'autres trucs parce que c'est comme tu m'as dit, poker. Moi j'ai fait du poker pendant 4 ans. Je me suis aussi dit, je vais faire semi-pro, tout ça. Il y a encore d'autres parallèles qu'on aurait pu faire, mais ce sera peut-être l'occasion d'une prochaine discussion éventuellement. Merci beaucoup de m'avoir accordé ton temps pendant ton temps de CEO très occupé. J'en suis certain. 2 heures aujourd'hui, mec. Okay. Bah écoute, merci beaucoup. Franchement, j'ai trop kiffé. Mais c'est intéressant d'en parler avec toi parce que tu sais, je fais passer aussi beaucoup de podcasts et j'en écoute beaucoup. Et c'est très dur d'avoir deux gens qui se comprennent quand ils parlent, c'est d'avoir une discussion qui est à des niveaux égaux. Et je suis content de pouvoir partager ça avec toi parce que même le marathon, t'as couru, on a des parcours qui se rejoignent. Donc j'aime bien aimer la conversation. C'est cool. Trop stylé. Je mets évidemment tout ce que fait Théo en description. Allez checker son podcast, allez checker sa chaîne YouTube. Et puis merci beaucoup d'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles, bien entendu, sur Spotify. Tu sais, c'est important. Bien sûr, 5 étoiles. Mettez un commentaire quand vous pouvez le mettre. Ouais, exactement, sur Apple Podcast, à vous abonner. Et puis on se retrouve dans un prochain épisode très bientôt, je l'espère. Merci de nous avoir écoutés. Ciao. Salut.